Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Arnaud. Ça va? Salut à tous. Ouais, ça va très bien. Ouais. Ça va. Du coup, aujourd'hui, podcast réponse. On a dit qu'on ferait des réponses aux deux derniers podcasts sur le HK416 et le FAMAS. Alors, on a fait une sélection des commentaires. L'idée, c'est de répondre. On a essayé de regrouper certaines thématiques déjà. On va voir dans la vidéo, je pense qu'on va se focaliser entre guillemets sur les commentaires négatifs. Alors il y a certains commentaires, il y a des vraies questions en fait. Voilà, les gens ont été respectueux, je dirais. Il y a certains commentaires, on va les lire et vous allez voir que il y a, bah, en fait. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, hein, très clairement. Bon, ça vaut pas la peine de perdre son temps avec ce genre de commentaires. Alors, c'est une sélection. Évidemment, il y a des gens qui ont euh, répondu et qui ont apporté leur expérience. Et franchement, ça fait plaisir. Et merci à ces gens-là. Je vais en prendre qu'un. Mais quelqu'un qui nous dit honnêtement, aucun regret pour le FAMAS, même si ce n'est pas très chauvin. Au premier, c'est le RPIMA, nous avions déjà des HK quand le FAMAS était encore en dotation pour la conventionnelle. D'un point de vue terrain, il n'y a aucun regret à voir le HK416 est supérieur. Donc ça va quand même dans le sens de tout ce qu'on a pu dire en deux podcasts. Mm. Et c'est pas le seul commentaire comme ça, il y en a d'autres, des gens, des militaires, qui ont pu tester les deux armes et qui admettent que oui, le FAMAS a fait son temps avec le HK416. C'est pas si mal. Et je ne Mm. pense pas qu'ils aient été payés par HK pour écrire ce commentaire. Non, je pense pas non plus. Je voudrais juste faire un point voilà, sur l'aspect, les commentaires, c'est une zone libre de discussion. Toi Arnaud, tu as quand même passé pas mal de temps Ouais. aussi dans la première semaine dans les commentaires Ce que, à ce que, répondre. ce que j'avais annoncé pour à peu près chaque vidéo, j'ai passé Mm. à peu près une semaine à regarder, pas une semaine à répondre, parce que voilà, mais pendant une semaine j'ai regardé et j'ai répondu quand j'ai pu. Mm. C'est hyper chronophage, je promets pas que je le ferai sur Mm. les autres vidéos parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mm. Mais justement, on en discutait, peut-être qu'on fera une sélection, genre des 10 commentaires, 10 questions. Alors des questions aussi, comme je disais, posées de manière respectueuse, hein. Encore une fois, les commentaires sont libres et vous êtes, et globalement, c'est très rare que je supprime des commentaires, même si on me traite de macroniste ou de truc voilà, qui part n'importe où. Mais oui, posez votre question, mais ouais, c'est ça, c'est de manière respectueuse et il n'y aura pas de problème. Au Mm. contraire, on sera très, très content d'y répondre. Et si je puis me permettre quelque chose, à mon avis aussi, Mm. je sais pas comment les gens font pour répondre aux questions, mais enfin pour poser les questions, à quel moment ils le font en regardant la vidéo, mais peut-être poser la question uniquement après avoir regardé l'intégralité des podcasts, parce Mm. qu'il y a peut-être des questions Oui. que les gens se posent, parce que nous quand on lit parfois les commentaires, on se dit les gens ont pas écouté, et en fait c'est peut-être pas que Mm. les gens ont pas écouté, c'est peut-être qu'ils ont devancé un sujet qui était abordé plus loin dans la vidéo, ils ont posé la question en mettant pause, et après ils sont pas allés effacer leurs commentaires, alors que le truc est déjà posé, et donc c'est vrai que ça peut soulever de l'incompréhension quand on regarde. Donc Mm. peut-être poser votre question après avoir vu complètement le podcast, parce que peut-être que la réponse est déjà dans le podcast. Donc, premier thème technique. Alors, je vais lire le commentaire, il va s'afficher à l'écran aussi. Contrairement à ce que vous avancez, la durée de 40 années de service n'est pas une exception. En effet, le prédécesseur du FAMAS, le MAS 4956, a été en service actif pour une durée équivalente. À mon humble avis, vous passez à côté de l'essentiel. Le FAMAS est un fusil d'assaut de type bullpup. L'armée française est la première au monde à mettre au point et utiliser une arme de type bullpup. Bah déjà, c'est faux. C'est pas la première armée à utiliser, à mettre au point. Alors si on parle de mise au point pure et dure, globalement, à ma connaissance, les pionniers dans la matière, si on nommait, on va dire, le FG42, qui est une sorte de semi-bullpup, c'est plutôt les Britanniques, qui ont vraiment fait un design avec un chargeur à l'arrière. Et ensuite, l'adoption du Ster AUG dans l'armée autrichienne, c'est 1977. Donc, Tu parles de l'EM2 anglais, c'est ça? Ouais, tout à fait, oui. Je parle Ouais. voilà, de toute la série des fusils expérimentaux britanniques qui ont été Mhm. faits et qui avaient, il n'y aurait pas eu l'adoption du 762 autant, il y aurait probablement eu une de ces armes qui aurait été adoptée. Voilà,
et puis de toute manière, le Ster AUG c'est 1977 et c'est 1977 début de production. Donc ce truc-là me paraît extrêmement bizarre et peu, enfin, je dirais pas peu documenté, mais en tout cas pour moi il y a une confusion. Par rapport à ça, et l'autre point sur lequel tu es déjà passé, après peut-être on continuera, et je me souviens pas qu'on ait dit que c'était une exception, une arme de 40 ans de durée de service. Si on prend par exemple un fusil comme le Mauser 98, c'est plus de 40 ans de service, hein, vu que l'adoption, comme son nom l'indique, c'est à peu près 1898, et en 1945 c'est toujours en service dans l'arme allemande, donc il y a plus de 40 ans, et des exemples comme ça, il y en a plein, le Mosin Nagant, etc. On a probablement dû dire, et si on l'a mal formulé, je m'en excuse, que c'était une durée de vie qui était plutôt longue, et ça c'est vrai pour le coup. Mais effectivement, je pense pas que ce soit exceptionnel. Non. Et alors, il continue. Donc, autrement dit, la France est en 79 à la pointe de la technologie dans la dotation du fantassin. La véritable question à poser est la suivante. Le HK416 place-t-il le fantassin français à la pointe du progrès en matière de fusil d'assaut? Et ça continue sur le HK416 a été conçu pour remplacer le Colt M4A1 et il a échoué. Bah, c'est pas vrai. Non seulement le HK416 a échoué, mais encore, il n'a pas été conçu pour l'armée française. Dans ces conditions, le remplacement du FAMAS par le HK416 constitue une opportunité commerciale pour son fabricant. Ah ben, la dernière phrase, très clairement, les fabricants d'armes sont là pour vendre. Donc chaque marché est une opportunité. Donc là, clairement, il n'y a pas de souci. Par contre, le 416 a été conçu pour remplacer le Colt M4A1 dans, on va dire, là, tel que c'est formulé dans la phrase, on peut comprendre que c'est pour remplacer dans l'armée américaine dans sa globalité. C'est absolument pas le cas. C'est une demande très spécialisée, très ponctuelle, des Delta Force à l'époque. Et après, effectivement, la boîte, elle va être opportuniste et elle va essayer de placer son arme partout où elle le peut. Mais c'était pas ça le but de l'opération. Alors, le commentaire sur, tu avais dit dans la vidéo, la lunette va tomber, va prendre un pet et se dérégler. Donc il parle de 20 ans d'utilisation des lunettes ACOG par le corps des Marines. Il termine par le gros de l'interview est bien, mais soutenir l'emploi d'organes de visée mécaniques fixes au combat comme moyen principal de visée est très archaïque. Sachant que quelqu'un lui répond, l'intervenant a passé une partie de sa vie pro à réparer des trucs pétés, il est probable qu'il ait une vision pessimiste de la question. Absolument. Et alors, déjà, dans un premier temps, je comprends tout à fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi, et bien évidemment, à aucun moment, je pense imposer une vérité. J'apporte des arguments techniques face à des problématiques techniques. La fragilité des moyens optiques et leur sensibilité à l'encrassement, etc., elle est réelle. Quand on affirme de manière générale que l'ACOG est validé par 20 ans d'utilisation dans les Marine Corps de manière généralisée, est-ce que l'assertion n'est pas un peu trop généraliste et un peu trop, on va dire, affirmative sans avoir un vrai retour de combien de pièces a été changé, combien de lunettes ont été pétées? Est-ce que ça, c'est documenté? C'est pas parce qu'on garde un matériel en service qu'il n'a pas des défauts. On le garde souvent malgré ses défauts. Et après, effectivement, c'est un autre commentaire qui a été formulé, alors il est pas ici, je sais plus dans quelle vidéo il avait été fait, sur quelqu'un qui me disait, je disais dans la phrase que l'optique à grossissement sur une arme, ça permettait surtout d'améliorer l'observation et la discrimination au combat, et la personne me disait, et je disais bien surtout, la personne me disait oui mais ça permet également d'améliorer les résultats au tir. J'ai pas dit le contraire, j'ai dit ça permet surtout d'améliorer l'observation et la discrimination. Et là, c'est pareil, j'ai l'impression que, pardonnez-moi, ça peut paraître méprisant, ce que je dirais là, mais c'est pas le cas. Il ne faut pas avoir une vision tunnel de ce qui est rapporté par Internet. Il y a aussi ce qui relève de la réalité du terrain. Et souvent, la réalité du terrain, elle n'est pas reflétée sur l'Internet. Oui, les optiques, ça casse. Les gens vont vous dire les EOTech, c'est incassable. Ben, moi, je peux vous garantir qu'avec les lanceurs de balles de défense de 40 mm, qui sont équipés avec des EOTech, c'est les EOTech modèle 512, il y en a eu plein de cassés, plein. On en a 5000, on en avait, quand j'ai démissionné du ministère de l'Intérieur, on en avait 5000 en service. De la casse, il y en a eu plein. Et pourtant, ce sont des armes qui ont été utilisées dans un contexte qui est parfaitement maîtrisé, c'est-à-dire un contexte urbain, transporté dans des véhicules civils, c'est pas des gens qui vont crapahuter. Et là, de la casse, on en a eu. Idem avec des lunettes de Tika et des choses comme ça. Donc, on va dire, cette absence de rusticité de l'optique, c'est pas un fantasme de ma part, c'est une réalité du terrain. Après, on peut accepter que la plus-value, on va justifier que quand c'est cassé, on remplace. Ce qui est très américain comme philosophie, il y a une vraie mentalité consumériste en matière de matériel, et c'est pas ni une critique, ni une apologie de le dire, c'est un constat, et voilà, la logistique américaine est conçue comme ça, à peu près tout le monde le sait, c'est leur très gros point fort. Là, pour le coup, c'est on va dire un compliment que je leur adresse. Ils se donnent les moyens d'eux, mais est-ce que toutes les armées peuvent le faire? Et surtout,
Est-ce qu'au combat, au moment où on a cassé la lunette, on peut la remplacer séance tenante? Non. Ça, par contre, ça, pour le coup, c'est sûr et certain. Donc, il faut conserver des moyens de visée, on va dire, mécaniques, alternatifs, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui il y en a de plus en plus, et qu'il faudrait qu'ils soient rustiques et pas fragiles. Et alors là, souvent ça c'est un problème, parce que même les organes de visée rabattables et de soins, de secours, on va dire, sont souvent fragiles. Voilà. Ok. Alors, là il y a un petit commentaire qui est quand même, mais qui demanderait peut-être une vidéo dédiée entière. Voilà, on nous dit, il y a quand même un petit piston dans la culasse de la R15. Et quelqu'un qui lui répond, exactement, merci enfin de le dire, c'est même écrit noir sur blanc dans le brevet de la R15. La R15 n'est pas un DI, donc Direct Impingement, mais piston. Et oui, parole de l'inventeur lui-même. Ben là en fait, alors déjà il faut commencer à aller le dire à tous les fabricants d'AR-15 qui appellent eux-mêmes leurs armes Direct Impingement, donc voilà. Et après ben, ça dépend ce que vous mettez derrière les mots. Mais dans le milieu des techniciens armement petit calibre, un piston est une pièce qui est dédiée à être mise en œuvre par l'action des gaz. Vous avez un piston sur un 4.16, vous avez un piston sur une Kalachnikov, vous n'avez pas de piston sur comment s'appelle, un AR-15 de base, c'est-à-dire le système Stoner, ce que les gens appellent le système Stoner, pour la simple et bonne raison que les gaz sont conduits par un tube adducteur à l'intérieur de l'ensemble mobile, et sur l'ensemble mobile ils vont agir sur deux pièces, le transporteur de culasse que ça va impulser vers l'arrière, et la tête de culasse que ça va plaquer vers l'avant. Donc il n'y a pas de pièce additionnelle. Et entre guillemets, c'est bien ce qui est mis en avant par beaucoup de défenseurs de la R15 qui vont vous dire, d'ailleurs de manière tout à fait discutable, ça permet de faire une arme plus légère, ou ça permet de pousser directement dans l'axe, etc. Donc voilà, bon, pour moi, c'est pas le sujet de savoir si un piston, pas, si vous appelez ça piston ou pas piston, quelque part, c'est des débats sémantiques. Des débats sémantiques dans la profession, il y en a plein. Voilà, chien, marteau, etc. Pour moi, la réalité de ces débats sémantiques, généralement, c'est qu'ils sont stériles. Les gens ne se mettent jamais d'accord, et en fait de compte, ça ne participe pas à la compréhension on va dire, de la mécanique, du fonctionnement mécanique des armes à feu. Et ça, c'est un vrai problème. La vraie question sur le système de la R15, appelez-le à piston, pas à piston, comme vous voulez. Est-ce que ça conduit les gaz à l'intérieur de l'ensemble mobile? Oui. Est-ce que la conduite des gaz à l'intérieur de l'ensemble mobile génère un encrassement qui n'existe pas sur un système qui n'est pas avec ce système Stoner? La réponse est oui. Est-ce que ça génère une surchauffe? La réponse est oui. Est-ce que ça génère, en cas de surpression, un éclatement du boîtier par le biais de l'éclatement du transporteur de culasse? La réponse est oui. On va dire, la question sémantique ne doit pas, à mon sens, se substituer à la réalité technique. Ok. Bon, de toute façon, je pense que vraiment, parler de l'AR-15, c'est... Ouais, ça serait un thème de vidéo. Je rappelle que tu as fait quand même aussi un article entièrement dédié, sur LAI Publication, à justement la R15. Alors, le M16A1, c'est parce que du coup, il y a l'aspect historique qui est évoqué dedans, ce qui s'appelle M16, M16A1, ma petite analyse, voilà, qui, comme son nom l'indique, est ma lecture des choses, mais qui est principalement basée sur l'aspect technique et l'aspect historique. Et de toute manière, le problème de s'attaquer à la R15, c'est que les gens, on va dire, on s'attaque... on n'est pas, pardonnez-moi de le dire, et je veux pas paraître méprisant quand je dis ça, on n'est plus dans le domaine du technique, on est dans le domaine de la croyance. Il y a des gens qui sont des fervents défenseurs de la R15 en mode c'est le meilleur fusil du monde, malgré toutes les évidences techniques qui prouvent le contraire. Comme le Glock, hein. Comme le Glock, sauf que le Glock, entre guillemets, quand on s'attaque à la partie technique, il y a, oui, quelques critiques à formuler, mais je dirais pas que ce sont des critiques majeures. Sur la R15, il y a des critiques majeures et qui relèvent de la mise en danger de l'utilisateur dans un cadre militaire. Je précise bien, ça n'empêche pas d'utiliser l'arme dans un cadre civil. Voilà. Ok. Commentaire suivant. Joli reportage, merci. Par contre, petite rectification, le FAMAS est ambidextre, avec l'inversion de l'éjection de la douille. Alors, c'est un truc qu'on a déjà parlé, on l'a expliqué dans la vidéo. Non, le FAMAS n'est pas ambidextre. Alors, là aussi, j'ai envie de dire, le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Ambidextre, pour moi, ça peut être utilisé indifféremment par un tireur droitier ou gaucher sans qu'il y ait une opération de modification qui soit réalisée sur l'arme. Est-ce que le FAMAS répond à cette question? De but en blanc, la réponse, elle est apportée par l'arme elle-même, c'est non. Parce que, en fin de compte, vous avez la possibilité de faire éjecter à droite ou de faire éjecter à gauche en fonction de si le tireur est droitier ou gaucher. Donc,
techniquement parlant, l'arme, elle vous dit non. Le FN 2000 vous dit oui, c'est un bullpup où vous avez l'éjection qui est réalisée par l'avant de l'arme et du coup vous n'avez pas ce problème-là. Donc voilà, mais après il y a des gens qui vont vous opposer et on a eu d'autres commentaires qui allaient dans ce sens-là, à base de oui, il y a des techniques qui permettent en mettant l'arme à plat sur le côté d'éjecter vers le bas. Oui, mais en fait ce sont des techniques qui sont entre guillemets plus compliquées à mettre en œuvre que la posture de tir standard, celle qui est calculée pour l'arme, c'est ce qu'on va qualifier un petit peu, on va dire hâtivement de position adaptée, mais qui en fait, la position adaptée, elle révèle quoi? Mais que l'arme n'est pas conçue pour être tirée indifféremment d'un tireur droitier et gaucher. Donc dire que l'arme, elle est ambidextre, pour le coup, à mon sens, par rapport à la définition du mot ambidextre, c'est un non-sens. Après, dire qu'on peut s'adapter et dire que l'arme peut être adaptée, oui, mais c'est de la sémantique. La réalité, c'est que sur le terrain, on en parlait hors caméra, enfin hors caméra, pas hors caméra, mais hors enregistrement lors de la préparation de l'émission avec Thomas. La réalité, c'est que quand vous cherchez des vidéos de gens qui essayent de tirer à droite, qui essayent de tirer arme configurée droitier, épaule gauche, il y en a très peu des vidéos. Et puis si j'ai regardé beaucoup de vidéos d'entraînement de militaires qui s'entraînent et en fait, dans la fameuse ville là, qui est reconstituée en France, en fait, j'ai eu un mal de chien à trouver des gens qui tiraient à l'inverse, d'un angle, un droitier qui tire vers à un angle de mur. Non, il s'arrange toujours pour faire autrement. Tout à fait. Mais et il y a d'autres armes où il y a exactement le même sujet qui avait été évoqué, parce qu'historiquement, puis ça, l'arme ne peut même pas se passer de droitier à gaucher, c'est le SA-80 britannique. Et le SA-80 britannique, quand vous lisez le bouquin, donc le Collector Grade sur le sujet, que moi j'ai trouvé très très intéressant, que ce soit par rapport à l'arme, mais que ce soit par rapport à l'histoire. The Last Enfield. Voilà, The Last Enfield. Et que ce soit par rapport à l'histoire de l'armement petit calibre au Royaume-Uni, le livre est très intéressant. Il évoque lui-même la problématique que ces armes-là, qui globalement peuvent pas être mises en œuvre efficacement par un tireur gaucher, c'est quelque chose qui avait été tourné à leur désavantage en Irlande du Nord, parce que tout simplement, les gens avaient pris le coup et ils savaient que, en fonction de la configuration des lieux, ils allaient avoir, le dispositif militaire britannique allait avoir une faiblesse d'un côté et pas de l'autre. Et donc, c'est voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende urbaine? L'auteur en parle dans son livre, c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que là aussi il faut qu'on se méfie énormément de choses, c'est de tout ce qui relève des légendes urbaines et qu'on colporte malgré nous parfois. Alors dernier commentaire sur la technique, j'ai l'impression que le HK416 n'est qu'une arme de transition qui ne fera pas 40 ans comme le Clairon. Beaucoup de pannes et de problèmes de sécu sur le HK, le prix de l'unité veut tout dire sur la qualité de l'arme, différence entre prix armé et civil. Je lui ai demandé les sources. Sa réponse: source, utilisation en cellule ISTC au régiment, cassure du poussoir, coup qui part à la mise en sûreté. Alors, on va rien éluder, on va essayer de prendre tout parce qu'en fait il y a plusieurs choses là-dedans. Ouais, y a déjà le prix de l'arme. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire parce que c'est le plus facile à balayer. Et ça nous a été redit plusieurs fois. Voilà, ça nous a été redit plusieurs fois et pourtant il me semble bien que c'est expliqué dans le podcast. Alors je sais plus, c'est le FAMAS ou 416. Mais le prix de l'arme, c'est pas compliqué. D'un côté, vous avez 100 000 armes qui ont été achetées, de l'autre côté, vous avez acheté une arme. Une seule. Donc les prix ne sont pas les mêmes quand vous allez. Et alors, pour les gens qui ont fait, qui travaillent dans le domaine de la fabrication de pièces, tout le monde le sait, quand vous allez faire fabriquer à un centre d'usinage une pièce, vous allez en commander une, je veux dire n'importe quoi, ça va vous coûter 500 €, pardon, et vous allez en commander 1000 et ça va tomber à 5 € pièce. Mais là, on est rigoureusement là-dedans, on est dans l'économie d'échelle. Ça permet d'augmenter les choses. Et évidemment, en plus de ça, il y a la mise en concurrence du marché avec les 4 autres armes où le prix est un argument qui est pas décisif, mais très important. Ça, c'est vrai. Les gens qui disent que l'arme elle a été achetée parce qu'elle était aussi pas chère, mais bien sûr, le 416 avec les performances qu'il a eu lors du marché, il était à 2 fois le prix, ils achetaient autre chose. C'est absolument évident. Il ne s'agit pas de nier ici que l'arme, on va dire, elle était, on va dire, concurrentielle d'un point de vue tarifaire. Par contre, mettre en avant que l'arme, elle était, on va dire, de qualité inférieure par rapport aux autres HK416 parce que justement le prix est bas, ça, à mon avis, c'est faux. Ça, j'y crois pas une demi-seconde. Ça a déjà été expliqué sur le 416. Il faut rappeler que voilà, il y a HK, il y a ensuite des revendeurs, il y a des taxes en France, qui fait que le prix est à 2005. Le MR 223 quoi. Ouais. Et que HK de manière primaire, de toute manière, vend l'arme sur le marché civil plus cher que sur le truc. C'est ça, une fois de plus, il n'est pas question de le nier. Les marges des armuriers en France, la TVA 20% déjà. Bon, je pense que ça se trouve, ça fait
Ouais. 500 à 1000 euros de plus. Ah bah, de toute manière, la facile. TVA, c'est 20%. Donc déjà, Ouais, rien que sur une arme à c'est 2000 énorme. balles, il y a 400 euros de TVA. Donc c'est rien que là-dessus, c'est ça. Et pensez bien, en plus de ça, qu'il y a il y a un second effet qui se coule. C'est que oui, on pense à la TVA, mais on ne pense pas à tous les frais de fonctionnement des entreprises qui sont derrière, qui elles aussi sont, on va dire, assujetties à des taxes de fonctionnement, etc. et compagnie. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais la TVA, ils la récupèrent, et ça, compagnie. C'est pas toujours aussi simple. Voilà. Mais là, par contre, il faudrait laisser parler des commerçants et des comptables sur le sujet, parce que c'est pas ma spécialité, hein. Les armuriers, évidemment, je les fréquente, etc. J'ai eu le nez un peu des deux côtés du comptoir dans ma vie, mais c'est pas aussi simple. Voilà. Alors, du coup, ça c'est un des commentaires premiers. sur le cassure du poussoir Alors, et coup qui part à la mise en sûreté. cassure de poussoir, je sais pas duquel il parle. Ça, c'est bien le problème. Alors ça, j'ai pas entendu. Alors le deuxième point, le coup qui part à la mise en sécurité, moi, la vidéo qui m'a été transmise par des gens, des opérationnels, c'est pas le coup part à la mise en sécurité, c'est lorsqu'on retire la sécurité que le coup peut partir. Alors ça, D'accord. effectivement, c'est un cas qui est documenté. Ça fait partie de quelque chose qui n'a pas été décelé comment ça s'appelle, lors du marché a priori, sinon ça aurait été corrigé. Et c'est lié à quelque chose de très particulier, c'est que normalement sur un AR-15, quand vous avez le système de mise à feu vous ne pouvez pas passer la sécurité si le chien est à la battue. Vous êtes obligé. Alors le chien marteau, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. J'en reviens sur les débats sémantiques. On s'en fout. Moi j'appelle ça un chien. Appelez ça un marteau si vous voulez. Je m'en fous éperdument. Lorsque le chien est pas alarmé, quand le chien est à la battue, vous pouvez passer la sécurité sur le HK416. Et ça c'est une spécificité de la platine du HK416 de l'armée française, parce que c'est pas le cas sur les armes de l'armée américaine. Et en fin de compte, c'est les modifications qui ont été induites par cette volonté de l'armée française. Alors voilà, de la platine de l'armée française, donc qui permet de passer la sécurité lorsque le chien est à la battue. Alors, c'est pas, attention, ça veut pas dire que toutes les armes merdent, ça veut dire les armes merdent quand il y a on va dire des gravillons, c'est-à-dire un certain type d'encrassement qui rentre à l'intérieur de la platine. C'est-à-dire, ça va pas être la crasse qui va être endogène, c'est-à-dire issue du tir, ça va être un encrassement exogène, c'est-à-dire issu de l'extérieur, et on parle de petits graviers qui rentrent à l'intérieur de la platine. Donc le problème est connu, entre guillemets, je sais pas quels sont les correctifs qui ont été apportés. Et ça fait partie de ce que j'appelle la domestication dans l'article que j'ai fait sur le 416, c'est-à-dire quand vous mettez une arme en service, tous les problèmes que l'arme va rencontrer sur le terrain peuvent pas être anticipé par les ingénieurs, parce que tout simplement il faut bien comprendre que les ingénieurs ils vont faire des études entre guillemets en laboratoire, ils vont faire des tests d'ensablage, mais pas forcément avec toutes les granulométries de corps étrangers, ils vont faire des tests avec de la boue, mais pas forcément avec toutes les boues, ils vont pas forcément anticiper le fait que certains utilisateurs vont avoir des comportements qu'ils auraient pas su, on va dire, prédire. Je prends toujours cet exemple, j'ai dû déjà le raconter sur le SIG 2022, les premiers SIG 2022, quand vous les mettiez, en fonction de la dimension du poussoir de maintien de barrette séparatrice et de la barrette séparatrice elle-même, lorsque vous mettiez le doigt derrière la détente et que vous tiriez la culasse à l'arrière, vous débrayiez la barrette séparatrice du poussoir de maintien séparatrice. À aucun moment un ingénieur va se dire que les mecs vont manipuler en mettant le doigt derrière la détente. Jamais. C'est l'ingénieur, pour lui, la codification, l'utilisation de l'arme, elle est extrêmement rigide, donc il va pas anticiper. Derrière, on fait quoi? Rectification, et on va modifier le poussoir de maintien de barrette séparatrice et les barrettes séparatrices. Donc voilà. Donc ça fait partie de la domestication. Oui, mais pareil, je crois pas qu'il ait été dit que l'arme elle était parfaite et qu'il y aurait aucun problème. J'ai dit il va falloir se domestiquer. Est-ce que le HK416 ne fera pas 40 ans? Alors, en fait, ça, j'ai envie de dire, le problème, c'est que je suis pas convaincu que la question, elle soit d'ordre technique. Je crois que la question, elle est avant tout d'ordre politique et économique, c'est-à-dire, est-ce qu'on va se donner les moyens de changer d'arme avant? Et moi, j'ai envie de vous dire, dans l'absolu, je souhaiterais que l'arme ne dure pas 40 ans. C'est-à-dire, si on pouvait avoir un remplacement des fusils d'assaut qui soit plus fréquent, plus rapide, et de ça, sans tomber dans l'excès. Il s'agit pas de remplacer le fusil d'assaut tous les 5 ans. Mais honnêtement, 15-20 ans pour une arme de service, la durée de vie me paraît excellente. Et au-delà, entre guillemets, on peut considérer qu'économiquement, c'est du bonus. Par contre, est-ce que ce bonus économique, ça devient pas un problème pour les utilisateurs? Ça, c'est à voir. Donc, c'est une excellente question, mais là, pour moi, on est dans le domaine c'est même plus de la prospective, c'est de la futurologie. Ok. Ouais. Alors, on va passer nouveau thème, le thème des munitions. Alors, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Donc, premier commentaire.
Qui a voulu la fin du FAMAS? Le choix de l'arrivée de la Minimi en 5,56 avec une ogive plus lourde, 62 grains au lieu de 55 grains, adaptée à la cinématique de la Mini, ouais, mais hors capacité par un pas, nombre de rayures, FAMAS antérieur, je lis un tel que c'est, et sa compatibilité avec les chargeurs autant au verrouillage latéral et non devant le puits de chargeur. Ouais, alors c'est pas l'arrivée de la Minimi qui a dicté l'utilisation de la 62 grains. Hein. L'arrivée de la munition, donc de la SS-109, qui est effectivement d'origine belge, elle relève surtout de la volonté d'améliorer les capacités de perforation de la munition à des distances un peu importantes et qui vont effectivement éclipser la M193 à noyau acier. Et la différence entre la Minimi, pas la Minimi, je tombe dans le comment ça s'appelle, je fais un lapsus par rapport à sa question. La différence qu'il y a entre une SS-109 et une M193 porte effectivement sur le poids de la balle, mais surtout sur le fait qu'il y a un noyau en acier il y a un insert en acier dans la SS-109 qui est situé dans le nez du projectile et qui déplace le centre de gravité vers l'arrière. Donc voilà, donc la Minimi, entre guillemets, j'ai envie de dire, elle n'y est pour rien, surtout que de mémoire au catalogue, elle était proposée pour les deux munitions. C'est-à-dire pour la M193 et pour la SS-109, vu que la Minimi est sortie légèrement avant l'adoption de la SS-109 par l'OTAN en 1980. Donc là, déjà, ça, à mon avis, on va dire, c'est une mauvaise analyse de la raison. Le problème du pas de rayures, oui, il y a un problème de pas de rayures. Le problème du nombre de rayures, c'est la première fois de ma vie que j'en entends parler. Pour moi, il n'y a pas de problème du nombre de rayures là-dessus. Ouais. Bon, on s'en fiche, à la limite, c'est pas très très grave. L'histoire de la compatibilité avec les chargeurs autant. Alors ça aussi c'est un fantasme, le chargeur autant, oui il y a une norme Stagnag sur les chargeurs etc et compagnie, c'est pas normalisé comme les gens le croient, c'est-à-dire c'est pas normalisé avec une norme d'interchangeabilité entre les armes etc et compagnie, non, il y a un dessin de référence et les gens peuvent s'appuyer dessus, mais en fin de compte, vous allez avoir des problèmes de compatibilité, il y a peut-être des militaires qui l'ont expérimenté quand il y a eu la mise en place de certains chargeurs Magpul etc et compagnie, il peut y avoir en fonction des armes des différences de dessin qui font qu'il va y avoir des problèmes de compatibilité entre des armes et des chargeurs qui sont tous vendus prétendument pour la R15. Ça s'est un peu modifié ces dernières années où on a l'apparition de beaucoup de fabricants d'armes qui vont, parce que fabriquer un chargeur c'est compliqué, et ils vont directement construire leur arme autour d'un chargeur d'accessoiriste, très souvent Magpul. Mais vous allez prendre le HK 416, le HK 416 il est donné pour sa fiabilité donnée avec le chargeur du propriétaire, qui a des différences significatives, qui a de légères différences par rapport à un chargeur de Colt ou par rapport à un chargeur Magpul. Idem pour la FNR Stahl. La FNR Stahl, ils ont leur propre chargeur on va dire, AR15. Ils ont un chargeur propriétaire, entre guillemets. Donc ça, voilà, cette standardisation, elle n'existe pas vraiment. Elle n'existe pas vraiment. Elle n'est pas aussi pointue que les gens veulent le croire. Elle est plus nuancée que ça. Et enfin, le FAMAS G2, c'est quoi ? C'est un FAMAS avec un canon de 7 ou 9 pouces, les deux étaient proposés à ma connaissance, et c'est un chargeur c'est un FAMAS avec un chargeur de type AR15, et en l'occurrence, justement pour continuer le propos, avec le chargeur de la FNR Stahl, c'est-à-dire le FAMAS G2 quand il était vendu, c'était avec le chargeur qui était fourni avec les FNC et les Minimi, vu que la Minimi a la capacité d'être alimentée soit par bande, avec des maillons, soit par chargeur, elle a cette double possibilité, et donc avec ce chargeur-là. Donc, oui, donc entre guillemets, la solution technique par rapport à ça, elle existait. Mais alors, du coup, ça me fait penser, donc parce que qui a voulu la fin du FAMAS, ça fait un très beau titre de film ou de dessin animé. J'aurais bien un qui veut la peau du FAMAS, façon qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais bon. Je pense, mais on va peut-être en parler après, on en revient à la question de la vétusté du parc et pas de la vétusté de la technologie, et chose à laquelle on peut, mais ça a été largement évoqué dans le podcast, questionner la vétusté du tissu industriel français par rapport à la volonté de fabriquer un armement petit calibre. Ouais, tout à fait. Alors, pour continuer sur la thématique des munitions, bon, c'est juste un commentaire normal, sa cartouche n'est pas compatible 5.56 NATO. Mais on en a déjà beaucoup parlé dans le podcast. Mais c'est ce que j'allais dire. Donc, voilà, la question a été largement évoquée dans le podcast. Il y a il y a un article dédié à la question de 5.56-223, une histoire normative et technique, sur le site LAI, parce que c'est
assez compliqué. Il y a les deux aspects, il y a l'aspect historique et l'aspect normatif, et à ces deux aspects-là, on arrive à expliquer tout, et les choix techniques, en fait, sont incidents. Après, vous avez un article aussi sur le 416, et vous avez le podcast sur le 416 et sur le pharma. Il me semble que la question a été suffisamment évoquée. On en a bien parlé déjà. Ensuite, vous avez occulté la nécessité de l'étui acier de la munition du fait de l'absence d'extraction primaire, d'où l'inopérabilité native avec les étuis laiton. CF, les X fois 8 millions de coups achetés non conformes grâce au démantèlement de notre filière munitions petit calibre. Alors déjà, c'est faux, c'est-à-dire le FAMAS peut tirer de la munition laiton, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le fait, et d'ailleurs le FAMAS dans les dernières années, et là les FAMAS qui sont encore en service tirent des munitions étui laiton, de la M193, fabrication M&N, il y a eu de la, je pense qu'il y a eu de la M193 de fabrication IMI. Les millions de coups qui étaient non conformes et qui ont été achetés aux Émirats Arabes Unis et qui ont été fabriqués sur des machines vendues par Manurin, si ma mémoire est bonne, c'est un problème c'est cette munition qui pose problème, c'est pas l'utilisation de l'étui laiton, c'est le dessin de l'étui laiton qui a été utilisé et probablement la qualité du laiton utilisé qui pose problème. Donc voilà, et là, alors, il y a une vidéo de Block on the Range. Ouais, j'allais mentionner. Ouais. T'allais le dire, voilà, sur le sujet. En description, ouais. Voilà, sur le sujet. Non, alors, honnêtement. Bah, il a un FAMAS en 223, il teste voilà. N'importe quoi, enfin différentes marques, et ça fonctionne. Ouais, même si on pourrait nuancer le propos parce qu'il y a l'utilisation en stand civil et l'utilisation, toujours pareil, une utilisation militaire avec des contraintes qui peuvent être un petit peu différentes. Et voilà. Mais techniquement parlant, l'étui acier, il est, on va dire, il est pas forcément nécessaire pour le bon fonctionnement du FAMAS. Après, il est adapté au FAMAS. Oui, c'est vrai. L'absence d'extraction primaire là-dessus. Alors, l'extraction primaire, pour les gens qui ne le savent pas, dans la phase d'extraction, c'est-à-dire consécutivement à un verrouillage, et on va voir que déjà rien que là, dans la phrase, il y a un problème. Consécutivement à un verrouillage, après le tir, lors de la phase d'extraction, c'est le fait de combiner une action de translation arrière avec une action de rotation. C'est ça une extraction primaire. Vous allez l'avoir sur un Moser 98, vous allez l'avoir sur une Kalachnikov. Vous ne l'aurez pas sur des mécaniques de type AR-15, et c'est pas sans poser certains problèmes. Voilà. Mais par contre, parler d'extraction primaire sur une arme à culasse non calée, ça n'a tout simplement pas de sens dans la mesure où c'est l'étui qui va générer la poussée de la tête de culasse. Donc l'extraction, elle est générée par le tir. Donc parler d'absence d'extraction primaire là-dessus, voilà, c'est stupide. On fera un podcast avec Thomas sur les systèmes à galets. On parlera peut-être également du système à levier là-dessus. C'est un sujet, voilà, sujet passionnant. Bien costaud. Voilà, sujet bien costaud, et justement on parlera à ce moment-là des nuances, donc je vais pas anticiper ce podcast-là pour éviter de faire un truc trop long. Mais donc voilà, parler d'absence d'extraction primaire sur une arme à culasse non calée, ça n'a tout simplement pas de sens. Ok, dernier commentaire. Une munition devient stable à partir du calibre 6-8. Ou je ne sais pas si c'est 6,8 ou 6 ou 8, à cause de la dérive gyroscopique. Ouais, alors ça c'est 6-8, le calibre. Bon, alors, je vais en revenir, je sais que je suis pénible avec cette histoire de qu'est-ce qu'on appelle stable, mais si on parle de balistique extérieure pure et dure, cette phrase est un non-sens. La munition de 5,56, elle est stable, il n'y a pas de problème. La munition de 5,45, qui est réputée à la limite de la stabilité quand on parle de balistique terminale, elle est stable en balistique externe, voilà. La différence externe et... Alors, la balistique, les domaines de la balistique peuvent être divisés en quatre domaines, globalement. La balistique, voilà, oui, non, mais tout à fait, mais c'est simple. La balistique interne, c'est ce qui va se passer à l'intérieur lors du tir du canon, avec les effets, la munition, les prises de rire, et ça c'est la balistique interne. La balistique intermédiaire, qui est le moment où le projectile va sortir du canon, et avec plein d'effets qui vont être liés, justement, au fait que les gaz vont sortir, au fait de la présence d'un dispositif de bouche, etc. La balistique externe, qui est en fait le vol du projectile dans l'air sur sa trajectoire, avec qu'est-ce qui va venir travailler dessus, et comment, par rapport à l'évolution de sa vitesse, il peut y avoir des perturbations et pas des perturbations. Et la balistique terminale, qui est le moment où le projectile rencontre quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Quand ça rencontre quelqu'un et qu'on rentre dans la viande, on va rentrer dans la balistique lésionnelle, et quand c'est dans un gibier, on va parler de balistique synégétique. Voilà. Et la balistique terminale, généralement, quand on parle de balistique terminale, on parle plutôt d'études par rapport à des matériaux. Je dis généralement parce qu'une fois de plus, c'est pas des choses qui sont... Il n'y a pas une bible avec une codification exacte. Voilà. Mais bon, les domaines de la balistique, globalement, c'est cela. Donc là, quand on parle de balistique externe, les projectiles de 5,56 sur leur distance d'utilisation principale, qui est globalement 0,300-400 mètres, ils sont
parfaitement stables. On peut même les considérer qu'ils sont parfaitement stables jusqu'à 600 mètres, il n'y a pas de problème. Et idem, la munition de 7,62 NATO, elle est globalement stable jusqu'à 800 mètres, et on peut avoir des problèmes de stabilité au passage dans la zone transsonique. C'est quoi la zone transsonique? Les projectiles, ces munitions-là, quand elles tirent, le projectile, il est supersonique. Supersonique, excusez-moi. Le projectile, lorsqu'il est tiré, il est supersonique. C'est-à-dire, quand il sort du canon, il est déjà à une vitesse supérieure au mur du son. Donc, il a passé le mur du son à l'intérieur du canon. En passant le mur du son à l'intérieur du canon, la zone de passage du mur du son qui génère, vous savez, un tremblement, on le voit dans le film, c'est l'étoffe des héros, c'est ça? Où ça se met à trembler, etc. et compagnie. Cette zone-là, c'est voilà, où tout tremble. Cette zone de déstabilisation, elle est passée dans le canon, donc le canon, il permet de garder la stabilité, donc on n'a pas de problème. Par contre, ce moment où on va passer du supersonique au subsonique, là aussi, on va avoir un phénomène de déstabilisation. Et de cette déstabilisation, il peut avoir comme incidence le projectile, il va déjà chasser de sa trajectoire et potentiellement, il peut perdre sa stabilité. Voilà, ça va dépendre des projectiles, ça va dépendre des vitesses, ça va dépendre de la température extérieure de l'air, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc faire des généralités dans ce domaine-là, c'est quand même très particulier. Mais là, par exemple, sur du 7,62 NATO, la zone transsonique, on va parler de quelque chose de 800, elle doit être entre 800 et 900 mètres, un truc du genre, pour la plupart des munitions. Voilà, on est déjà au bout de la distance d'emploi de ces munitions-là pour un fusil individuel, pour un fusil tir individuel. Sur du fusil mitrailleur, on va tirer à des distances plus lointaines, mais en fin de compte, le tir au fusil mitrailleur est assez différent du tir au fusil individuel. Donc voilà. Donc, cette considération sur le fait que c'est stable à cause de la dérive gyroscopique, non, alors là pour le coup pareil, je ne sais pas quelles sont quelles sont les informations qui se sont agglomérées, on va dire, dans la phrase pour donner ça, et on va dire il y a peu de choses qui me paraissent vraies dans cette formulation en l'état. Après voilà, c'est toujours un peu le problème des commentaires, on ne sait pas qui, je le disais à quelqu'un en réponse, on ne sait pas qui nous écrit, quel est leur parcours, etc. C'est vrai que toi, tu dis dès le début du podcast ton parcours, etc. de technicien. Et c'est vrai qu'on a des affirmations qui arrivent comme ça, pouf. C'est toujours délicat de se dire d'où ça vient, comment c'est sourcé, etc. Alors maintenant, on va attaquer le thème politique. Il y a eu pas mal de commentaires dans cette partie-là. Et pour résumer un petit peu l'ambiance de ces commentaires, c'est en gros que HK a soudoyé, a corrompu les gens. Je vois pas pourquoi les gens comme toi, ça. Arnaud, rends l'argent. Rends l'argent, exactement. Bref, voilà que c'était joué d'avance, quoi. Et que HK a clairement payé les gens qui ont sélectionné les armes, et que c'est un arrangement entre le gouvernement français et allemand. Bon. Moi, j'y crois absolument pas. J'ai aucun élément qui me permette de dire ça. J'ai entendu la même chose à l'époque pour le SIG 2022. Voilà, j'ai entendu exactement la même chose. Alors non, sincèrement, je crois pas. En plus, si je pense qu'il y a eu un marché qui a été très concurrentiel au niveau des essais et tout ça ces dernières années de l'armement dans l'armée française, c'est celui du marché AIF, armes infanterie future. Voilà, où vraiment il y avait des trucs qui se tiraient la bourre, avec notamment la HK et la FN. Là-dessus. Sur d'autres marchés, je serais moins catégorique. Et je parle pas de corruption, je parle du fait qu'il y avait une domination sur le marché d'un produit qui était préalable au marché. On me le dirait avec le Glock, je dirais oui, très clairement, je pense que le Glock, il était parti quasiment vainqueur sur cette affaire. Sur le marché du fusil de précision, l'absence de HK sur les rangs faisait que la FN était quand même très largement, on va dire, bien partie pour. Et pour la mitrailleuse, c'est pareil, la Mag 58, très honnêtement, il n'y avait pas grand-chose en face parce qu'il n'y avait pas de produit qui correspondait à ce qu'aurait voulu l'armée française sur la Mag 58. Ou le remplacement, c'est assez curieux parce que c'est très d'actualité, l'achat de l'Evolis, qui a priori est finalisé. Et voilà, et où là aussi, effectivement, par exemple, chez HK, il n'y a pas de solution technique équivalente à l'Evolis ou même à la Minimi qui soit vraiment concurrentielle par rapport à ça. Bref. Ouais. Donc, on va pas tout lire. Ouais, on a vraiment sélectionné quelques-uns parce que ceux qui nous traitent de macronistes, etc.,
c'est bon, il y a un moment donné, voilà. Mais alors, en plus, je comprends pas pourquoi, mais Bah, si tu me permets, ouais. je pense que c'est parce qu'on rappelle le fait qu'il y a des règles de droit et que les marchés sont régis par des règles de droit européens. Et d'ailleurs, entre guillemets, c'est pour ça que je crois pas vraiment à l'aspect, comment ça s'appelle, corruption sur des marchés d'aussi grande envergure, parce que c'est les marchés qui sont les plus scrutés au niveau du droit, avec des avocats des deux côtés. Il faut bien comprendre que ce truc-là ne se passe pas en réunion à huis clos entre 4 mecs, etc. Non. C'est des dossiers déposés avec des huissiers, c'est des services juridiques, c'est des choses comme ça. C'est vraiment compliqué quand on met le doigt, quand on met un tout petit bout du doigt dedans, on se rend compte que c'est un putain d'enfer et que j'ai envie de dire, je dirais pas que la composante technique est secondaire, mais en tout cas la composante juridique, elle est prédominante dans cette affaire. Donc voilà, et donc... d'ailleurs, là, du coup, c'est le premier commentaire qui nous dit « Dire que l'Europe interdit qu'un État finance une entreprise privée, pas d'accord, parce que tu avais mentionné que tout à fait. voilà, l'État n'avait pas injecté comme ça de l'argent chez Verney-Caron, c'était notamment ça. L'État a filé plus d'1 milliard d'euros à HK pour fabriquer ses fusils. Il était possible de refabriquer des FAMAS en donnant ce milliard à Vernon-Caron. Comme ça paye en payant d'avance, ça finance l'achat des machines-outils, du hangar, du personnel. De plus, la Chine ou la Russie ne se gênent pas pour financer eux-mêmes des usines militaires entières. Déjà, oui, j'apprends... c'est bien. Déjà, j'apprends dans ce commentaire que l'Union Européenne inclut la Chine et la Russie. Visiblement, ils sont c'est- assujettis au même droit. bon. Donc non, bon déjà non. Mais si, malheureusement. Mais alors là, on va pas développer déjà parce que je suis pas juriste. Comme je disais, j'ai juste un petit bout du doigt dedans parce que on est, on va dire, confronté à ce monde-là quand on commence à creuser le sujet. Mais bien sûr que si, il y a des interactions et bien sûr que oui, l'Union européenne, on va dire, favorise le libre-échange et la mise en concurrence. Et pour favoriser le libre-échange et la mise en concurrence, il faut éviter qu'il y ait des marchés qui soient captifs par l'État. Donc bien sûr que ça fait ça. Et vous voulez un exemple qui est, on va dire, plus significatif encore par le volume de vente que ça génère et qui pourrait même être considéré par rapport à ces aspects, on va dire, aux impacts souverains de la chose, plus important que le fusil d'assaut, parce que les fusils d'assaut, quand ils sont achetés, finalement, on va dire, je dirais pas l'histoire est terminée, bien sûr que non, mais voilà, le marché de distribution de l'électricité. Le marché de distribution de l'électricité en France, qui était totalement à la main d'EDF, a été absolument privatisé, et en plus de ça, de façon assez... on pourra en reparler, mais de manière injustifiée et uniquement pour répondre aux normes établies par Bruxelles. C'est tout. Donc, et là, une fois de plus, c'est pas une question d'être pro-européen ou d'être anti-européen. Enfin, quand je dis européen, c'est un mauvais mot que j'utilise, c'est-à-dire c'est être pro-Union européenne ou être anti-Union européenne. C'est pas ça, c'est constater le monde juridique dans lequel on vit. Aujourd'hui, on est dans un monde juridique qui inclut l'Union européenne et où l'Union européenne est prédominante. Et je peux vous garantir que non, ce protectionnisme économique, l'Union européenne ne le permet pas. Voilà. Alors, factuellement, je peux pas vous dire quel texte, etc. et compagnie. Il y a plein de youtubeurs qui vont vous parler de ces choses-là, mille fois mieux que moi. C'est ça, si la thématique des entreprises nationalisées, ça vous intéresse, bon, bah, vous regardez. Mais c'est pas. En fait, c'est très réglementé, effectivement. Des entreprises nationales, il n'y en a pas tant que ça. L'État, effectivement, a des parts dans certaines boîtes, mais c'est très minime. Donc, bref. Ouais. Et très souvent, la gestion de l'entreprise reste privée. C'est-à-dire l'État a des parts, mais en fin de compte, c'est pas des fonctionnaires. Le PDG n'est pas un fonctionnaire, c'est pas un agent de l'État, c'est un PDG privé. Vous pouvez, je sais plus si Peugeot, Peugeot, c'est plus le groupe Peugeot, mais à l'époque où il y avait Carlos Tavares, si ma mémoire est bonne, l'État était actionnaire majoritaire de Peugeot, etc. et compagnie. C'est on n'est pas à vérifier, hein, mais c'est les souvenirs que j'en ai de cette époque-là. On n'est pas, on va dire, je me perds dans mes mots, mais on n'est pas dans une action directe de l'État sur le fonctionnement de ces entreprises. L'État est un actionnaire parmi d'autres, et surtout le fonctionnement de l'entreprise reste une entreprise privée, c'est ça que je veux dire. Et après, j'en profite pour faire une digression. À travers les commentaires, il y a aussi quelque chose qui, moi, me saute aux yeux. C'est beaucoup de gens qui ont l'impression que monter une entreprise et lancer une fabrication d'armes, c'est simple, mais ça n'a rien de simple. C'est des savoirs à acquérir, et puis surtout, il faut viabiliser la chose d'un point de vue économique. Si Hacker encore, on va dire, cherche à faire de l'exportation, si la FNR Stahl cherche à faire de l'exportation, ils ne se contentent pas des marchés d'État allemands, etc. et compagnie, c'est pas pour rien, c'est parce que s'ils veulent faire tourner la boutique, il faut qu'ils fassent de la vente. Donc du coup,
Là, demain, on monte une boîte, n'importe quelle que soit la boîte française, on monte une boîte qui va fabriquer des armes pour faire 100 000 fusils français. Ok, ils vont faire les 100 000 fusils français. Déjà, je suis pas sûr que le prix du fusil puisse être aussi bas que celui qu'il a été acheté chez HK. Ouais, sûr, Et ensuite, quand les fusils sont livrés, on fait quoi de cette boîte? On la ferme, on la coule, on investit de l'argent à perdre dedans. Bon, on en a déjà beaucoup parlé. Voilà, exactement, on a beaucoup parlé. Mais j'ai l'impression que les gens ont, on va dire, une image un peu, j'ai envie de dire simpliste, même si le mot peut paraître méchant, mais du monde industriel. C'est vrai que tu dis les gens, mais c'est vrai que c'est quelques commentaires, parce qu'on se focalise vraiment là-dessus. Hein. Je rappelle, hein, vraiment, la vidéo, il y a, sur le FAMAS, il y a 50 000 vues. Ouais. Enfin, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, surtout les gens qui nous écoutent là en ce moment, parce que, en fait, 98% des gens ont liké la vidéo, enfin, ont apprécié en tout cas. Mais effectivement, quand on tombe sur ce type de commentaires, on se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment, la personne a vraiment bien réfléchi aux tenants et aux aboutissants, quoi. En fait, tout à fait. Ouais. Et on en reparlera pour Thales parce que on a un sujet sur Thales et sur l'AUG australien. Voilà, mais effectivement, et tu fais bien de le préciser, les personnes qui formulent ces commentaires, c'est comme ça que je l'aurais dit, on se demande si elles ont un pied dans la vie économique industrielle, parce que ça paraît, pour moi, c'est une vision extrêmement simpliste qui est fournie là. Alors, du coup, il y en a un là qui nous fait un commentaire un peu, je dirais, amusant. Qui commence comme ça. Déjà, grosse question, fallait-il remplacer le 49-56 ? J'ai utilisé le FAMAS et je n'ai toujours eu que des merdes avec. Alors qu'une optimisation du 49-56 aurait permis d'obtenir un pendant solide de le Kalachnikov, un chargeur 30 coups, une crosse pliante et une capacité rafale. Et pour des modèles améliorés, une version FRF2. Le 49-56 en full auto, Arnaud, une bonne idée ? Ben, regardez les vidéos de tir que j'ai faites au G3 en full auto, et sachant que je suis quelqu'un d'habitué, que je suis dans un contexte tranquille, je peux faire ma vidéo, etc. Regardez le chemin que parcourt mon épaule. Non, c'est s'il y avait bien un truc que le 49-56 avait bien senti à cette époque par rapport à un G3 et un FAL, c'est que de mettre un full auto sur ces armes-là, ça relève de l'escroquerie. Voilà. Et puis alors, un pendant solide à la Kalachnikov, mais à quel moment peut-on comparer une arme qui tire du 7.5-54 ou du 7.62-51 à une arme qui tire du 7.62 par 39 ? Voilà, c'est... Et puis, est-ce que l'objectif d'acheter une arme à feu, c'est de faire le pendant à une arme ? Donc, et puis le système du 49-56, l'adduction directe, c'est pas bon, quoi. Qui est faite très différemment de la R15. Parce que sur le 49-56, l'adduction des gaz se fait uniquement contre le transporteur, ne rentre pas à l'intérieur de l'ensemble mobile, donc il n'y a pas une montée en température significative de la tête de culasse. C'est ça qui nous intéresse, parce qu'il va y avoir une montée en température légère de la partie supérieure avant du transporteur de culasse. Mais cette partie-là, elle n'est pas en contact avec avec la munition, pardon. J'allais dire projectile. Elle n'est pas en contact avec la munition. Ce qui nous intéresse, c'est que la tête, dans la R15, le problème, c'est que la tête de culasse est chauffée. C'est pas du tout le cas sur le 49-56. En plus de ça, la mise en l'air des gaz sur le 49-56, elle est immédiate et massive dès que le transporteur de culasse a opéré sa prise d'impulsion. Parce que le boîtier du 49-56, il est très ouvert. Comme sur les AGM-42, les Lugman, etc. et compagnie. Donc c'est... voilà, bon, une fois de plus, comparaison. Bref, je sais pas si c'est un peu l'idée de faire une sorte de 49-56, tu vois, un peu tacticulisé comme on a tu vois, je pense au mini Ruger, là, 14, la mini 14. Bon, t'as des crosses polymères, tu peux mettre un point rouge, tout ça. Bon, il y a même eu, en fait, il y a eu, on va dire, il y a un modèle qui a été proposé par un armurier qui a été fait avec une revalorisation, etc. et compagnie. À ma connaissance, ça a été plutôt un fiasco qu'autre chose. Je vais pas rentrer dans le détail. Tu veux dire le 49 là, le MAS 49 ? Ouais, le 49-56, oui, tout à fait. Voilà, moi j'ai eu des échos par rapport à ce dossier-là qui avait été pressenti pour c'était une unité de l'armée de l'air. Je veux vraiment pas rentrer dans le détail pour la simple et bonne raison que le dossier, je n'en ai eu que des bribes. Je n'ai pas eu un pied dedans. Et j'ai eu souvent des avis qui avaient été donnés par trucs interposés. Mais globalement, la chose n'a pas donné satisfaction. Ou en tout cas ça ne s'est jamais soldé par une adoption de ce produit-là. Ouais. Alors, donc après, il rajoute les civils américains qui ont récupéré nos 49-56 bavent de plaisir sur ces armes et de ses qualités. Mais
moi j'ai envie de rajouter au stand de tir. Ouais, c'est civil. Pas C'est en toujours conditions réelles. Bon bref, alors ça part un peu, voilà, comme pour le FAMAS, on avait capacité, on n'avait ni les couilles ni la volonté politique. Le Ça, c'est notre FAMAS, problème. ouais, c'est munitions en acier non standard, on l'a déjà évoqué juste avant. Canons et munitions produits à l'étranger. Alors c'est vrai qu'il y avait l'histoire des canons faits par Beretta, mais on en a déjà discuté aussi. Ouais. Mais là, il faut préciser, parce que là aussi, comment s'appelle, le commentaire, entre guillemets, il est biaisé. Canons et munitions produits à l'étranger. Mais depuis qu'il n'y a plus de fabrication en France, le FAMAS, quand il a été adopté en 79, il a été intégralement fabriqué en France, et les munitions, c'était Le Mans qui les fabriquait, donc c'était fait en France. Donc là, la phrase, voilà. Et le FAMAS, c'est munitions en acier non standard. Mais le FAMAS G2, ça tire de la SS-109. Pareil, on en parlait justement dans les choses qu'on discutait avec donc Block on the Range. Quand il a fait sa vidéo, il m'a contacté parce qu'il a utilisé une photo ou deux photos de mon article sur le FAMAS à l'intérieur du truc, et donc on a eu une petite discussion préalable. J'ai pas d'incidence sur la réalisation de sa vidéo, c'est juste qu'on en parlait. Mais quand on en parlait, je lui disais, mais je suis pas sûr qu'il y ait de munitions F5 avec, donc la F5 c'est la SS-109 utilisée par l'armée française, avec de l'étui acier. Je ne crois pas que ça existait, et je crois pas qu'il y ait eu de munitions F4. La F4 c'était de la munition SS-109 de fabrication française. Elle est codifiée, je suis pas convaincu qu'elle ait existé en série. Peut-être qu'elle a existé, c'est vraiment une interrogation. Donc voilà, mais là c'est pareil, on va dire, là il y a des généralités qui sont faites sur un sujet qui, à mon avis, nécessite beaucoup plus de nuances. Ça s'appelle jeter le bébé avec l'eau du bain, pour moi. Ça. Et je reviens sur un truc, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on a bâché le 49-56. Il est très bien, le 49-56. C'est un bon fusil de guerre, il n'y a pas de problème, surtout dans le contexte de son adoption. C'est un excellent fusil de guerre, le 49-56. Il n'y a aucun souci à ce sujet. Alors, nouveau commentaire. Le but était de sauver HK, société allemande qui était dans le rouge depuis 2 ans. Avec la fin du service national, l'armée française avait un stock important d'armes. La valorisation était en cours avec le FAMAS sur BC. Bon, la partie FAMAS sur BC, on en a déjà beaucoup parlé, donc on ne va pas revenir dessus. Par contre, cette histoire de HK était dans le rouge. Alors, mais tu as évoqué le sujet en mettant une capture d'écran, et tu vas pouvoir, parce que pareil, ça c'est je vais nous corriger. Parce qu'en fait, c'était un article, je crois que c'était The Firearm Blog, un site américain très connu, qui a mis ça, et en fait, ils ont fait un edit. Un démenti, et en fait, parce que suite à cet article-là, HK les a contactés pour leur dire, mais attendez, c'est faux. Et alors, je ne sais pas d'où vient l'information, mais ils se sont excusés en disant, bah non, en fait, c'est faux, le HK n'était pas du tout dans le rouge, et c'était une intox, et je ne sais pas d'où ça vient. Moi, j'ai une petite explication. Il y a 2 niveaux on va dire, dans le monde industriel dans lequel on vit. Il y a, est-ce que l'entreprise est viable, et est-ce que la personne qui possède l'entreprise a des dettes. Et selon mes connaissances, et là c'est pareil, je ne vais pas citer les noms, je vais pas, sachant que j'ai des informations assez, on va dire, précises et sourcées avec des articles de presse allemands qui en parlent, donc si les gens veulent chercher, ils iront voir, mais c'est pas à moi de lâcher des noms. La personne qui possédait HK dans les années où le marché de l'armée française a été passé, c'est quelqu'un qui était, donc c'était un financier qui avait des dettes, et c'est lui qui devait du pognon. Et en fin de compte, il a vendu HK pour solder ses dettes à une des personnes à qui il devait de l'argent. Voilà. C'est, à mon avis, la méprise, elle vient de là. Mais la société elle-même, elle est rentable. C'est-à-dire, ça fait longtemps, HK a eu des difficultés financières en tant que société à l'époque, à la fin du HK-G11. C'est-à-dire, ils ont englouti tellement de pognon dans leur recherche et développement que quand ils ont fait le G11, l'entreprise, elle était... Je vais pas dire ni terme de faillite ni banqueroute, mais en tout cas elle était en difficulté financière. Ah, mais je l'ai vu dans un commentaire justement, en recherchant sur les Suisses qui ont testé aussi le HKG11, et en fait ils disaient de toute façon c'est pas viable parce que l'entreprise elle va sous-entendu elle va bientôt fermer. Voilà, alors l'entreprise va bientôt fermer. À l'époque, elle a été rachetée par BAE, donc le groupe britannique de la défense. Depuis qu'elle a donc, c'est l'époque où elle a été rachetée par BAE, c'est l'époque où globalement il va y avoir la sortie du G36, il va y avoir la valorisation, pas la valorisation, le rétrofitage
allez, les mises à niveau, pardon pour l'anglicisme, la mise à niveau du L85A1 vers le L85A2 pour avoir une arme qui est fiable, et jusqu'à ce que l'entreprise va être rachetée par quelqu'un qui est allemand. Et aujourd'hui, Cocorico, c'est un secret. Il y a un mec qui a dit c'est un secret de Polichinelle dans son commentaire. Bah, c'était le mec avant, là. Voilà, ça m'a fait marrer. Cocorico, HK appartient à un Français en fait. Voilà. Donc je laisserai les gens le chercher. Voilà, exactement. Je laisserai les gens chercher ça. Intéressant. Voilà. Donc ouais, comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc oui. Donc ouais, ce truc-là, très très curieux. Pour sauver le truc, non, je crois pas que c'est... Vraiment, une fois de plus, on en revient à ce que je disais sur l'aspect corruption et volonté politique sur ce marché-là. Très honnêtement, pour moi, c'est vraiment faux. Je ne vois pas pourquoi. Ok. Alors, il y a un autre commentaire qui parle de... donc il dit, voilà, de nombreuses armées utilisent la MG3, éminescence de la vénérable MG42, ça veut dire que l'on peut faire évoluer constamment une arme comme la M2, la Browning M2, et l'entretenir. Le vieillissement est un mauvais procès fait aux FAMAS. Après, ça continue. Le fait d'acheter allemand était un choix politique pour inciter ceux-ci à concevoir des armements franco-allemands comme le Tigre, les remplaçants du Leclerc et du Rafale. Donc on revient sur cette histoire de vieillissement. Et pour moi, on confond deux choses là. On confond le vieillissement technologique et le vieillissement des parcs. Le problème du FAMAS, c'est le vieillissement du parc et on va dire la disparition de l'outil industriel. Il me semble que c'est assez développé dans le podcast, donc on ne va pas revenir en détail dessus. Voilà, mais oui, la MG3, bien sûr, certains continuent à l'utiliser, même si c'est pas... je suis pas convaincu que ça fasse beaucoup de ventes en ce moment, la MG3, mais bon, oui, c'est faisable. Et la Browning M2, la réalité, c'est que les stocks depuis le plan Marshall sont tellement énormes qu'on ne sait littéralement pas quoi en foutre. Ce qui, par contre, d'ailleurs... Voilà, exactement. Ce qui d'ailleurs est assez amusant. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais on n'en a pas parlé. Le mythe qu'il y a des stocks substantiels de FAMAS dans les carrières de Saint-Astier est faux. Hein. C'est un mensonge. Ça, c'est pas vrai. Les stocks de FAMAS, on parlait de quelques milliers d'armes à tout casser. On parlait pas du tout de stocks de plusieurs centaines de milliers d'armes qui auraient permis de équiper toute l'armée française en cas de Troisième Guerre mondiale. C'est faux. La production totale de FAMAS était globalement évaluée à je crois 400 000 armes et on va dire le parc a été largement consommé par l'armée française, notamment par le fait que c'est quand même une arme qui a connu pendant près de 10 ans la conscription, donc les armes elles ont été utilisées, donc voilà, donc oui, on peut faire évoluer une arme, on peut l'adapter, oui, ben, la preuve c'est le FAMAS sur-BC, on peut le faire avec mettre du rail Picatinny, l'adapter à la munition SS-109, c'est faisable, mais après le problème c'est qu'il n'y a pas l'outil industriel, et ensuite l'autre problème c'est que on n'a pas les stocks qui permettent de maintenir l'arme plus longtemps en service. De toute façon, voilà, on en a déjà parlé pendant une heure. On confond, pour moi ici il y a une méprise entre le vieillissement technologique et le vieillissement du parc. Oui, voilà. Pour moi c'est ça. Ouais. Et on va dire l'existence ou non du tissu industriel. Ouais. Ok. Allez, dernier commentaire dans la partie politique. Dans l'armée, et un commentaire, voilà, plutôt, j'allais dire bienveillant, non, mais... constructif. Voilà, constructif, ouais. Dans l'armée, il se raconte que les HK416F seraient le fruit d'une volonté d'avoir un bon fusil à pas cher. En gros, un HK416 avec des canons dans des métaux moins chers. J'ai entendu affirmer que les premiers HK avaient même été renvoyés en usine car canons défectueux. Aucun moyen de confirmer, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors, sa phrase... la première partie, elle est fondamentalement vraie, c'est-à-dire, bien sûr, ce que je disais, bien sûr que l'armée française a essayé d'acheter le fusil le moins cher possible, donc ça on peut pas nier. Par contre, dire que les canons étaient dans des métaux moins chers, mais c'est pas vrai. Les aciers, c'est toujours les mêmes aciers qui sont utilisés pour les canons chez HK, qu'ils soient achetés en France ou qu'ils soient achetés ailleurs. Tout ça est normalisé, tout ça c'est les métaux, on va utiliser telle nuance d'acier. Et la légende que les armes auraient été envoyées, on a même, je sais plus si c'était avec toi qu'on a lu le commentaire, les canons étaient montés à l'envers. C'est avec toi oui. Lu ça, ça, la personne a supprimé son il commentaire. a supprimé son truc, voilà. Ouais. Déjà, j'aimerais bien savoir ce que ça... J'avais fait un screen parce que c'était complètement... qu'est-ce que ça veut dire monter un canon ?
Et ouais, qu'est-ce que ça veut dire monter un canon à l'envers? C'est le fusil où on se tire dessus soi-même? C'est quoi cette histoire? Et donc non, à ma connaissance, c'est pas vrai. Voilà, tout à l'heure, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de défaut, parce qu'on l'a bien vu tout à l'heure quand on parlait du problème de sécurité. Je ne vais pas nier l'existence de défauts sur ce fusil-là. Voilà, mais celui-là, pour le coup, me paraît parfaitement justifié. Et en tout cas, moi, je n'en ai jamais entendu parler par des sources sérieuses. Jamais. Ça, c'est toujours Radio Bistrot et des commentaires sur le net. Ah ouais, attends, regarde, je vais te le lire. C'était quelqu'un qui avait mis... Ah oui, au fait, on les a, les HK416 ? Non. Bah, déjà, on n'aurait jamais été livré. Alors, ils ont usiné les canons à l'envers. Du coup, ils ont tous été rappelés et ensuite, l'usine a été cambriolée. Genre une usine secret défense. Non, mais en fait, de toute façon, déjà, le commentaire commençait, le HK416 est un roller delay blowback. Ouais, voilà, non mais c'est très bien, c'est très bien de l'avoir lu. C'est très bien de l'avoir dit, parce que je peux vous garantir que très honnêtement, il y a des moments quand on lit les commentaires, je vous garantis que je sais pas quelle est l'hormone que notre cerveau sécrète pour vous déprimer, mais putain qu'est-ce qu'on en sécrète de cette hormone là à ce moment-là. C'est voilà, il y a vraiment des trucs et qu'est-ce que vous voulez répondre? C'est voilà, on répond pas. Donc voilà, et c'est pour ça que en comparaison du commentaire que tu viens de lire, celui qui a été lu juste avant avec j'ai entendu dire que, etc., la personne prend beaucoup de précautions, c'est bien. Voilà, moi, à ma connaissance, et une fois de plus, je suis qu'un homme, je ne suis ni prophète, ni voyant, ni quoi que ce soit du genre. Ça, pour moi, ce sont des bruits de couloir et qui sont absolument sans fondement. Et c'est, une fois de plus, pas pour nier que, oui, il peut y avoir des défauts. Bien sûr qu'il y a des défauts. Ouais. Ok. Donc maintenant, on est sur le thème des concurrents. Alors, parce que, évidemment, donc, il y a eu le choix du HK416, on a parlé des autres armes. Il y a des choses qui reviennent assez souvent, notamment le cas Vernet-Caron, même si on l'a déjà abordé. Et donc, on va mettre par type d'arme. Le premier, c'est le VHS2. Alors, premier commentaire, et ça commence bien. Parce que ça commence par « Je n'ai pas eu le temps d'écouter la vidéo ». Ok. Mais je peux dire que mon VHS2 est une arme parfaite. Une grave erreur d'avoir pris le HK à la place pour favoriser l'amitié franco-allemande. Bon, je vais tous les lire sur la partie VHS2. Le VHS2 était mieux évalué par les militaires, mais des considérations politiciennes ont prévalu sur le côté purement technique et financier. Le FAMAS avait fait son temps, c'est sûr. D'accord. De plus, on apprend que depuis quelques mois, le calibre 6,80 remplacera les 5,56 et les USA ont commencé à l'adopter. L'OTAN ne va pas tarder à suivre. Ensuite, sur le VHS2, merci pour cette vidéo, mais le VHS2 F2 était le digne successeur du FAMAS. Il a fini deuxième des tests pour le remplacement du FAMAS. Il a une capacité à accueillir des chargeurs FAMAS aussi. Et il y a l'entreprise Sunrock qui produit le fusil HTV Phantom. A une licence pour exporter en France les VHS2. Enfin, tout ça pour dire que ce n'est qu'un choix politique pour plaire aux Allemands que le gouvernement Hollande a acheté le 416. Alors, le VHS2 est-il une arme parfaite ? Ça existe une arme parfaite ? C'est la première truc. Alors, le VHS2... je t'ai déjà fait la blague, je vais dire l'AK-47, mais... tu vois, ça me vient même pas. Tu vois, t'as beau me troller, ça me vient même pas. Parce qu'effectivement... Et puis le Glock, évidemment. Évidemment, le Glock, non, le Makarov, tant qu'on y est. Et donc voilà, mais une arme parfaite, non, mais déjà, ça n'existe pas. Et le VHS2, ça me fait penser... Le cas VHS me fait penser au cas Daniel Défense. Il y a une offensive commerciale de HS Product en France avec un discours qui est partiellement mensonger, qui me paraît énervant sur le long terme. Non, le VHS2 n'est pas arrivé deuxième. Le duo de tête, c'est H. Tu sais que je l'ai vu il y a genre un mois sur PAF. Eric, que je salue, qui vend son VHS2 et quelqu'un lui mettait, il est arrivé deuxième. Mais sans source. C'est faux. C'est absolument faux, c'est sûr à 100%. Je peux pas vous le sourcer pour la simple et bonne raison que j'ai pas les documents officiels et que quand bien même j'aurais les documents officiels, je serais pas, je pense, habilité à vous les divulguer. Mais c'est faux sûr et certain pour la simple et bonne raison que ça, c'est des choses dont j'ai discuté avec les gens directement de la DGA, etc. et compagnie. C'est faux, c'est juste objectivement faux. Oui, non, je suis absolument formel. Le VHS2, il est troisième, il est bon troisième, c'est-à-dire que les performances de l'arme lors des tests est honorable. Il n'y a pas de problème
là-dessus. Les deux premiers, c'est très clairement HK et FN, mais il n'y a aucun débat à ce sujet. Voilà, donc l'argument de c'est le deuxième, etc. et compagnie, non, c'est pas le deuxième. Donc je ne sais pas qui répond cette chose-là. C'est comme les gens qui vous expliquent que Daniel Défense est utilisé, que les armes Daniel Défense sont utilisées par les services secrets, les unités spécialisées américaines. Daniel Défense, je suis allé chercher parce que je l'ai tellement entendu ce truc-là, alors que dans la profession, quand on en parle entre nous, les gens disent mais d'où ça sort? Daniel Défense, ils ont vendu des garde-mains 4 rails à l'US SOCOM et ils ont vendu des canons. Point barre. Ils n'ont pas vendu d'armes à feu. Et d'ailleurs, bizarrement, à aucun moment sur leur site, ils mettent en avant le fait qu'ils vendent des armes à l'armée américaine. Et je parle bien de l'armée américaine, je parle pas d'une quelconque unité de police de n'importe quel État. Ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, mais là c'est pareil. Donc après le VHS2, il a des qualités. Oui, techniquement, bien sûr qu'il a des qualités, vu qu'en même temps il copie notamment le G36. C'est pas un souci d'avoir des qualités. L'arme, elle me déplaît pas quand je l'ai eu en main. Mais tout le monde m'a dit, et on l'a dit ensemble en podcast, on l'a dit, cette arme elle a un défaut majeur, elle est faite pour les gens qui sont grands ou très grands. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui mérite même pas qu'on le cite et qu'on le nomme parce que cette personne-là est désobligeante dans sa manière de formuler les phrases. Je vais le lire. C'est le VHS2 très en avant. À mon avis, c'est volontaire pour pouvoir passer l'arme d'un côté à l'autre en combat et pouvoir faire feu avec l'éjection du mauvais côté sans trop de risque de se prendre une douille dans la tronche. Bizarre qu'un spécialiste des arts militaires, toi, n'ait pas relevé ce détail. Alors voilà, moi déjà rien que la fin de la phrase, et c'est pas une question de susceptibilité, c'est une question de respecter son interlocuteur. Moi quand on me respecte pas, j'ai pas envie de discuter avec la personne, parce que de toute manière, je sais qu'on va partir, on va dire je dirais pas en de mauvais termes, mais de toute manière, on va pas partir sur des bases de conversation saines. Là c'est pareil, c'est ce qu'on met derrière le spécialiste armement petit calibre et expert. Le terme d'expert, c'est pas un terme que je choisis, c'est le terme qui est désigné quand on est expert près la cour d'appel. C'est un terme extrêmement pompeux que j'aime pas spécialement, mais c'est le terme légal, qu'est-ce que j'y peu. Et spécialiste, tout simplement quand vous travaillez dans un domaine et que vous ne faites que ça, vous devenez spécialiste. Et là aussi, c'est entre guillemets, c'est voilà, le gars qui est informaticien qui ne fait que ça, il est spécialiste de l'informatique. Donc alors en plus sur l'argument qui est fait par rapport au VHS2, si l'arme ne nécessite globalement pas, alors il dit pas ça en ces termes-là, je vais pas être autant de mauvaise foi que lui, de changer la latéralité de l'éjection. Pourquoi l'arme prévoit la disposition qui permet d'inverser la latéralité dans l'arme? C'est quoi je comprends pas bien le propos. L'arme serait ambidextre, mais comme pour le FAMAS, il y a quand même la possibilité de la configurer soit pour un droitier, soit pour un gaucher, en opérant un démontage de l'arme. Donc tout ceci ne fait pas trop de sens. Le côté très en avant, du coup, pour éviter l'éjection, n'a pas de sens. Alors, et puis surtout, le côté très en avant qui permettrait de changer d'une épaule à l'autre sans générer l'opération de renversement du côté de l'éjection, fait que l'arme est parfaitement, on va dire, j'exagère le trait, mais on est vraiment pas loin de soi, inutilisable pour tous les petits gabarits. Donc en fin de compte, ils ont sacrifié toute une partie de la population utilisant l'arme au profit de ça. Donc est-ce que ça fait sens? Non. Je pense que là, le propos, il est militant, on n'est plus dans l'analyse technique. Non, le VHS2, tout le monde me l'avait dit avant que je l'ai en main en me disant ce fusil il a un problème, il est fait pour les gens grands ou trop grands. Quand on en a parlé ensemble, tu as spontanément, tu étais de cet accord-là, et quand je l'ai eu en main et que j'ai tiré avec, c'est juste une réalité. Et c'est pas pour faire en sorte que l'arme elle soit adaptée au changement d'épaule. À mon avis, la réalité de la longueur de l'arme, c'est la nécessité d'avoir une course de culasse qui est trop longue par rapport à sa conception et qui font qu'ils ont du mal à le raccourcir. À mon avis, la réalité, elle est plutôt là. Mais c'est un avis, c'est pas une analyse technique. Voilà. Alors, il y a les autres armes. Il y a eu des commentaires sur Thales. Ouais. Alors, il y a toujours le fusil d'assaut australien fait par Thales. Ensuite, un autre commentaire. Un truc que je n'ai pas compris, la France avait un super bullpup et avait entraîné son armée avec. Personne ne parle de Thales, qui avait la licence du F88, F90. Même gestuelle et industrialisation possible en France. J'ai beaucoup discuté avec les indus de Thales. Ça n'avait pas l'air de les intéresser. Marché trop petit. Alors, déjà, il y a deux choses là-dedans. Thales possède la boîte qui fabrique donc justement le successeur de F88 australien. La boîte s'appelle Arrow quelque chose. On le rajoutera à l'écran. C'est une boîte australienne.
là aussi, on est toujours dans cette mécompréhension de qu'est-ce que constitue une multinationale. C'est-à-dire, oui, ce sont globalement une multinationale dominante française qui possède ces trucs-là. Le moyen de production, il est en Australie et il sert principalement à alimenter l'armée australienne. Est-ce que, sachant que le marché prévoyait qu'il fallait que l'arme soit faite en Europe, est-ce que ça a intéressé quelqu'un d'aller fabriquer une arme, une usine en Europe pour alimenter un marché de 100 000 armes sur 10 ans, donc de 10 000 armes par an? Non, c'est ce qui a été dit dans le commentaire. Je pense que les gens de Thales en avaient strictement rien à faire, très honnêtement. Je pense que le marché n'est pas intéressant pour eux. Okay. C'est Lightgo, le Lightgo ou Lightglow, le nom de l'arme, de la boîte qui fabrique ce fusil. Voilà, que j'ai eu en main, il y a quelques photos. Alors attends, c'est quoi? Parce que moi je connais pas, c'est un Starhawk, c'est ça? C'est un Star AUG, tu as des photos sur mon Instagram, enfin sur l'Instagram de la publication. Voilà. En noir, là, il y en a, c'est un Star AUG qui est revalorisé, voilà, qui est le Star AUG est plutôt une bonne arme, hein, il y a pas de, là-dessus moi j'ai pas spécialement de critique à formuler sur cette arme là, voilà, mais je crois déjà ils se sont pas présentés sur le marché et ensuite ça ne les intéressait pas. Enfin, je pense ça les intéressait pas parce que je pense que financièrement ça aurait eu un coût trop important. Ok, alors on enchaîne sur Vernet-Caron. Pour le marché, Vernet-Caron a proposé son VCD 15. Les garnitures poignées cross de Fab Défense étaient israéliennes. Il y en a un autre. Moi, ce n'est pas réellement le remplacement du FAMAS qui me choque, c'est une arme mythique française, elle a fait son temps très bien. C'est surtout qu'on prenne une arme à l'étranger alors que Vernet-Caron était capable de nous faire un magnifique AR-15. Alors déjà, au niveau de la temporalité, vous devriez aller chercher sur internet, pour les gens que ça intéresse. Le VCD, l'AR-15 de Vernet-Caron, il a été commencé à être produit après l'adoption du 4.16 par l'armée française. Il me semble qu'on l'a dit dans le podcast sur le 416. Ouais. L'arme que Vernet-Caron proposé de cofabriquer, parce qu'on parle d'une cofabrication à l'époque de l'étude préliminaire pour participer à l'AIF, sachant que Vernet-Caron n'a pas pu participer à l'AIF parce que l'entreprise elle était bancale et que du coup elle n'avait pas la santé financière pour assumer un marché aussi long. Cette arme-là était un dérivé du Galil ACE qui était produit à moitié en France et à moitié en Israël. Donc déjà, je vous laisse imaginer au niveau politique le sac de nœuds que ça pouvait représenter. Et à cette époque-là, Vernet-Caron ne fabriquait pas de VCD. Donc ceci est faux. Voilà. Et la société, elle n'était pas viable pour continuer à fabriquer. Et la preuve en est, c'est que Vernet-Caron a été racheté depuis par le groupe Cybergun. Et j'ai ouï dire, mais alors pareil, bruit de couloir, on va dire les discussions entre gens de différentes boîtes, etc. et compagnie, que peut-être elle allait encore changer de main, Vernet-Caron. Et alors là, pour le coup, si on parle d'une arme qui est une boîte qui est visiblement pas spécialement rentable d'un point de vue financier, Vernet-Caron, pour le coup, n'est pas une boîte qui est rentable, qui n'était. Je parle pas aujourd'hui, je parle du passé. Voilà. Et je rajoute à ça, boîte à laquelle je souhaite tout le bien possible. Moi, je serai le premier à être extrêmement fier qu'on ait, on va dire, un approvisionnement en matériel petit calibre français avec du matériel de qualité. Que ça s'appelle Vernet-Caron, que ça s'appelle PGM, que ça s'appelle Chapuis, que ça s'appelle ce que vous voulez, je m'en fous. Je suis pas le partisan d'une boîte plus que d'une autre, etc. et compagnie. Moi aussi, j'ai, on va dire, à cœur la souveraineté industrielle militaire française. Je sors de mon domaine, parce que ça c'est de la politique pour le coup, donc je serai content. Donc c'est pas une charge contre Vernet-Caron. Une fois de plus, il s'agit d'être pragmatique et réaliste. Par contre, c'est vrai que la fin de la phrase « nous faire un magnifique AR-15 », encore heureux qu'on n'adopte pas un AR-15, quoi. Mais bon, c'est des considérations techniques qu'on a déjà abordées. Et peut-être qu'on abordera un jour dans un podcast. Si tu comment ça s'appelle, si je peux me permettre de faire 5 minutes de plus là-dessus et de revenir sur le travail de l'expert, j'ai écouté il n'y a pas longtemps, donc là pour le coup c'était une émission purement politique, quelqu'un dire que l'expert ne devait pas être le décideur qui devait apporter une analyse et pas prendre la décision. Mais en tant que, et là c'est pompeux parce que je veux dire expert moi-même, mais on va dire en occupant factuellement cette place d'expert, c'est vrai, ça doit être vrai et c'est aussi bien vrai en matière judiciaire, c'est-à-dire l'expert judiciaire. L'expert judiciaire, il apporte sur une analyse, la personne qui décide, c'est le juge, et c'est normal. Et la chose, pour moi, elle est aussi vraie dans le domaine militaire. Les militaires, ils ont besoin de spécialistes ou d'experts, appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas eux qui doivent prendre la décision. Celui qui doit prendre la décision, elle doit être faite de manière collégiale, mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est les représentants
de l'utilisateur terminal, c'est quand même lui qui va décider. Est-ce qu'on peut faire des mauvais choix pour des bonnes raisons? Et ça, c'est la vraie question, et je pense que la réponse est oui. C'est-à-dire, on peut être amené à faire des choix techniques que je trouve parfaitement contestables, mais pour des bonnes raisons logistiques. Ça, je pense que c'est vrai. Alors, ça pourrait être l'objet de tout un débat, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais voilà, donc est-ce que si on avait, et que légalement on avait pu favoriser l'adoption d'un AR-15 par Vernet-Caron pour doper l'industrie française, faire en sorte qu'ils investissent dans la recherche et développement, et qu'on sorte de l'ornière du tube empreinte gaz avec à terme un système français de piston, ou quel que soit le système autre qui serait développé, et pourquoi pas un système de tube adducteur viable, parce que celui du 49-56 est beaucoup plus viable que celui de l'AR-15. Moi, j'ai envie de signer. Il y a une petite prise de risque, mais cette petite prise de risque, est-ce qu'elle va aboutir à quelque chose de bénéfique à terme pour le pays? La réponse est sans doute oui. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Peut-être. Et on pourrait saluer cette prise de risque. Faire de mauvais choix pour de bonnes raisons. Okay. Why not? Ça se débat. Voilà. Ok, donc on passe à un autre HK. HK 433. Ah oui. Alors, bonjour, très bonne analyse, merci. Est-ce que le HK 433 était déjà sorti au moment de l'appel d'offres de l'AIF? Si oui, pourquoi HK n'a pas proposé ce modèle plutôt que le 416 qui a l'air intéressant? Et Arnaud, as-tu déjà eu l'occasion de tirer avec le HK 433? Merci pour votre excellent travail à tous les deux. Et merci, ça fait plaisir à lire. Merci, ça fait plaisir à lire après le déluge des autres commentaires négatifs qui, comme tu disais précédemment, n'est pas représentatif de l'auditoire. Hein. Voilà. Alors, non. Alors, attends, juste, je termine. Il y en a un autre qui parlait aussi du HK 433. Le HK 416, c'est un AR-15. Mieux, c'était le HK 433. Ouais. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Non, le 433 n'a pas été proposé sur le marché de l'AIF, et non, il n'était pas sorti, il était certainement déjà dans les bureaux d'études, mais je pense que c'est un sujet qu'on a évoqué précédemment. Les armes, elles ont besoin d'une maturation pour, on va dire, être viables militairement. On a l'exemple au sein du marché de l'AIF, qui est celui du SIG MCX, ou le SIG MCX qui a été proposé, il n'était absolument pas mature, et c'est ce qui fait qu'il avait, entre guillemets, très peu de chance, voire aucune chance on va dire, de l'emporter. Par contre, c'est intéressant pour SIG, pourquoi ? Parce que ça leur a permis de se nourrir du retour de cet appel d'offres pour dire « Ah, ça va pas, faut corriger, etc. » et compagnie. C'est une expérience intéressante de faire un appel d'offres quand on a les moyens de le faire. Parce que SIG avait les moyens, il y a certainement des boîtes qui n'avaient pas les moyens de le faire. Donc voilà. Non, j'ai jamais tiré avec. Je suis même pas sûr de l'avoir eu en main. C'est une arme qui m'intéresse énormément parce que je ne cache pas une certaine sympathie pour HK, mais pas plus que ça. C'est-à-dire, je vendrai pas mon âme pour un plat de lentilles. Ah, t'as une casquette déjà. Ouais, j'ai la casquette Six Sauer. J'ai pas mis celle-là aussi. On va faire encore un peu de concurrence. Ça, c'est TR Équipement qui supporte la FNR Stahl en France. Enfin, qui supporte au sens industriel du terme, pas au sens supporter de foot. Le HK-433, je ne crois pas l'avoir eu en main, parce que ça fait un moment que je suis pas allé. C'est un défaut sur les salons. Mais le problème d'aller sur les salons, c'est que c'est très bien. Humainement, ça vous permet de faire des rencontres, mais techniquement parlant, ça vous permet pas vraiment d'avoir accès aux armes. Ça vous permet pas d'avoir des retours, on va dire, très fondés, parce que très souvent, vous avez les interlocuteurs qui sont ceux des boîtes, et les boîtes sont là pour vendre leurs produits, donc vous avez affaire à des commerciaux, et c'est pas un reproche. C'est normal de vendre son produit, etc. Et les commerciaux ont des choses intéressantes à nous apprendre aussi, mais il faut faire la part des choses, faut pas se faire intoxiquer. Voilà, donc moi le 433, effectivement, c'était une arme sur laquelle je comptais beaucoup. Pourquoi ? Parce que, on va dire, je pense que ça sera peut-être une arme qui fera partie, comme le Bren 2 ou le Bren 3, vu qu'il y a le Bren 3 qui a été annoncé là, comme le Scar, etc., qui font partie des armes qui peuvent nous sortir de l'ornière de l'AR-15. Pour moi, l'AR-15 est une ornière. Il y a trop de problèmes sur cette arme-là. Pour moi, c'est insoluble. Les problèmes, il faudra passer par une nouvelle arme. Et même s'il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là, quand vous regardez justement, là, j'ai eu la chance pour le coup d'avoir en main, il n'y a pas longtemps, la dernière mouture du SIG MCX en main. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont été corrigées par rapport au problème de l'AR-15 sur le dernier MCX, qui rend l'arme presque sympathique. Après, pour moi, par exemple, il y a toujours le levé d'armement qui est rédhibitoire. Mais bon. Bref, c'est autre chose. Donc non, je ne l'ai pas eu en main, et non, il n'était pas proposé. Il a été, à ma connaissance, le premier marché où il a été proposé, c'était le marché de la Bundeswehr, où il a été proposé conjointement avec un 416 A8, si je ne dis pas de bêtises, et où, à ma connaissance, Aska n'a pas spécialement appuyé sur le 433, parce qu'on en revient toujours sur le même problème. C'est pas une arme qui est spécialement mature, et HK préfère mettre en avant une arme qui est très mature, et sur laquelle ils ont beaucoup de recul, c'est le 416. Donc voilà, c'est mon interprétation de la chose. Donc ouais.
Et je redis juste, le 416 n'est pas un AR-15, mais je vous invite à regarder voilà. On l'a dit je sais pas combien de fois. Exactement. Ok, autre commentaire sur une autre arme, et d'ailleurs ça m'a surpris de voir ça. La seule question intéressante, c'est pourquoi le FN F2000 n'a pas été adopté. Ben, c'est une bonne question. Alors déjà parce que le FN 2000 n'a pas été proposé par la FN Herstal qui n'a proposé que le SCAR, voilà. Alors le FN 2000 c'est une arme intéressante, très honnêtement, ça pour le coup j'ai eu en main, j'ai étripé, etc. J'ai pas eu le loisir de tirer avec. Je vous dirais presque à un moment où je dirais que tirer avec les armes, les fusilisations 5.56, je dirais pas que c'est secondaire, mais en fin de compte, avoir le temps surtout de les avoir en main, de les démonter, de les analyser, de regarder comment c'est fait, c'est finalement plus intéressant pour moi que de faire du tir. Voilà, c'est une arme intéressante qui emprunte beaucoup au G36, qui emprunte un petit peu au Ster AUG, pas parce que c'est un bullpup, mais parce que le système de mise à feu est très proche du Ster AUG et parce que le système d'empreinte gaz est très proche du Ster AUG, qui a la particularité d'être réellement ambidextre avec cette éjection par l'avant. L'arme est intéressante, ça a été relativement un bid au niveau des ventes. Voilà, bon, elle a déjà la réputation d'être une arme valise, c'est-à-dire une arme énorme, encombrante, et c'est vrai que quand on l'a en main, on comprend un peu ce défaut-là. Et après, moi, sur le FN 2000, qui à mon avis est une arme fiable, je pense, par rapport à tout un tas de choses, je pense que par contre il y a intérêt à ne pas avoir un seul incident de tir parce que l'accessibilité au niveau mécanique, etc., c'est pour les résolutions d'incidents de tir. Ça fait un peu gros bloc plastique. Ouais, exactement, unique, sans fenêtre d'éjection, etc. Avec en plus de ça un système donc qui va permettre de transporter l'étui qui a été tiré, l'étui ou la douille, appelez ça comme vous voulez, vers le haut pour la balancer ensuite vers le haut. Je serais très curieux, et là c'est pas un jugement, c'est un questionnement, je serais très curieux de savoir comment on fait la résolution des incidents de tir sur ces trucs-là, sachant que les armes qui ne s'enraillent jamais, pour moi ça n'existe pas. Faut partir du principe que ça va arriver et il faut savoir comment on va solutionner le problème. Voilà. Okay. Mais voilà, bonne question. Je pense que tout simplement la FN ne croit plus en ce produit, et c'est pour ça je pense qu'ils ne l'ont pas proposé. Ok. Et pour terminer, commentaire un peu bizarre. En attendant, les Américains ils sortent des putains de bullpup. Exemple le Desert Tech MDRX. Ouais, mais quelle utilisation militaire de ce fusil-là? Là, le dernier gros coup, et ça a été évoqué, c'est l'adoption. Non, mais dans Call of Duty, il doit être vachement bien, je pense. Oh là là, comment vous y allez, monsieur? Mais c'est petit, c'est tout petit. Ouais, je suis un peu méprisant là. Ouais. La dernière, alors c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure sur la question munitions. On n'a pas développé le sujet, mais on pourrait revenir dessus maintenant. La dernière adoption significative par l'armée américaine, c'est l'adoption de l'XM7 de chez Sig Sauer, donc avec le calibre 6.8 par 51 qui s'appelle dans le domaine civil de 277 Fury, qui utilise une munition dont la douille est bimétallique, c'est-à-dire on a une partie en laiton et une partie en acier avec des pressions qui sont absolument considérables. Il me semble qu'on en parle dans le podcast. Mais on en a parlé dans le podcast, etc. Est-ce que cette arme-là est bullpup? Non. Elle est pas bullpup. D'ailleurs, je rebondis sur un truc. Est-ce que cette arme-là utilise un tube adducteur ou le système de la R15? Non, c'est un piston. Pourquoi? Parce que les industriels savent qu'il n'y a aucun intérêt à utiliser le tube adducteur. Mais bon, c'est juste pour remettre une pièce dans le jukebox au passage et faire réfléchir les gens sur ce sujet-là. Cette munition va-t-elle être, parce que tout à l'heure la question a été posée, on l'a pas dit, cette munition va-t-elle être standardisée au niveau de l'OTAN? Eh bien, je suis pas futurologue et je fais pas la prospection là-dessus. J'ai du mal à croire que cette munition déloge le 5,56 et le 7,62 par 51 parce que c'est une 7,62-51 améliorée en termes de balistique extérieure parce qu'on a une munition avec une densité de section qui est supérieure. Donc on va aller chercher les cibles plus loin avec une capacité de perforation plus loin. Mais en aucun cas, ça peut remplacer du 5,56 dans le combat infanterie, on va dire rapproché. Donc, moi, j'y crois pas. Mais par contre, wait and see. Je peux me tromper et une fois de plus, je donne un avis, je donne pas un jugement. Ce que je vous dis, ce sont des éléments de compréhension. Ce ne sont pas quelque chose que j'essaie de substituer à votre propre analyse. Pas du tout. Ok. Allez, maintenant, on est sur la fin. Quelques petites remarques qu'on a eues et on va répondre rapidement. Pour terminer ce podcast. À gauche de l'angle d'un bâtiment, voilà, on épaule à gauche, FAMAS à plat, crosse presque sous bras, les étuis tombent direct au sol. Ouais, tout à fait. Mais oui, c'est une position de tir adaptée, mais après, est-ce que cette position de tir adaptée, elle est instinctive? Est-ce qu'elle se met en œuvre facilement? Et est-ce que ça fait de l'arme une arme ambidextre?
Comment tu vises? Enfin, on en parlait en dehors. Ouais, j'ai fait l'essai en prenant un FAMAS en main. On doit arriver, notamment si on a un point rouge, à prendre une visée. Mais le problème, c'est que la position, elle n'est pas instinctive et que je me demande quelle est sa reproductibilité en situation de combat. Et c'est tout le problème. Une arme de combat d'infanterie, elle doit être une utilisation simple et instinctive. Après, du tir adapté, de la position adaptée, on peut toujours en faire, mais c'est toujours plus compliqué. Et on en revient à la définition de qu'est-ce qu'on appelle une arme ambidextre. Voilà, si on appelle une arme ambidextre toute arme qui, quels que soient les compromis qu'on accepte, le fait de tirer à droite ou à gauche, je pense qu'à peu près toutes les armes sont ambidextres. Ouais, voilà, je pense que là, si on accepte qu'avec le FAMAS, on peut tirer en tenant la crosse comme ça et la tête très loin de la crosse et qu'on peut tirer, bah oui, on peut tirer de façon ambidextre. Donc voilà, mais pour moi, c'est pas ça la définition d'une arme ambidextre. C'est le problème du sens des mots. C'est ce qu'on met derrière le sens des mots. Alors, qu'en est-il du chiffre qu'on m'a donné qu'un tir de grenade avec le FAMAS était l'équivalent en usure de 10 000 cartouches? Alors, on va dire, de but en blanc, il faut le balayer. Est-ce que le tir de la grenade à fusil et, on va dire, endommage un fusil ou, entre guillemets, joue sur sa durée de vie? Oui. Oui, ça joue sur sa durée de vie, mais pas de la même manière que le tir d'une balle. Donc on ne peut pas faire un équivalent en dire ça va user comme 10 000 cartouches ou quoi que ce soit. Il va y avoir des usures qui sont supérieures en certains points, notamment on va avoir la fixation du canon sur le boîtier, des choses comme ça. Mais par exemple en termes d'abrasion sur l'intérieur du canon, on va pas du tout avoir l'usure de 10 000 cartouches. Donc voilà, donc ça me paraît être un raccourci un peu trompeur, qui met en lumière le fait que le tir à la grenade à fusil est quelque chose qui est extrêmement contraignant pour le fusil. Et effectivement, que ce soit le FAMAS ou que ce soit le 416F, c'est des armes qui ont été construites autour du tir de grenade à fusil et qui ont cette spécificité d'être, on va dire, durables par rapport à ça. Les deux. Alors, est-ce que le 416F est aussi durable qu'un FAMAS pour le tir de la grenade à fusil ? Je pense que non, mais ça demande à voir. En tout cas, je sais que ça a été dûment testé par les militaires pour vérifier si ça tenait le tir d'un certain nombre de grenades à fusil. Je veux pas dire le chiffre parce que de tête je vais dire une bêtise. Ok. Bon là c'est un commentaire, je sais pas si tu auras vraiment quelque chose à apporter. Le HK donne quoi en Guyane, dans la jungle, et par très grand froid en Alaska par exemple? Mais dans la jungle, il donne un comportement qui à mon sens est parfaitement sain dans la mesure où c'est une arme qui a été développée autour de la justement question et qui a été abordée dans le sujet sur le tir après immersion, c'est le The Over the Beat Test, le OTB, et donc c'est une arme qui gère plutôt bien la présence d'humidité, donc il n'y a pas de souci. Et l'arme en Alaska, mais l'arme elle a été adoptée par l'armée norvégienne, le HK oui, 416 A8, il est adopté par l'armée norvégienne. Les tests par grand froid, les tests par température très chaude, les tests d'immersion, etc. et compagnie sont des tests qui sont aujourd'hui extrêmement normalisés, au sens, c'est-à-dire il y a une étude qui est faite et qui est faite de manière rigoureuse pour tous les pays de l'OTAN. Donc dites-vous que si c'est adopté par un des pays de l'OTAN, voilà, généralement c'est que dans les armes produites récemment, parce qu'on pourrait toujours reparler on va dire de l'arriéré de l'AR-15, voilà, l'AR-15 se comporte pas spécialement bien par grand froid, hein, donc voilà, mais là pour le coup le 416 a priori ça fonctionne plutôt bien par grand froid. Oui. Ok. Qu'en est-il du VCD-15 et autres vendus en Allemagne? Vendus à l'Ukraine, pardon. Et alors c'est le problème des effets d'annonce, hein, c'est que les VCD-15 vendus à l'Ukraine, vous êtes sûr? Non, ça a été annoncé. Est-ce que ça a été suivi d'une commande effective et d'une livraison effective? Ben non, ça a été annulé. Ben, sauf qu'en fait, il y a eu un bel effet d'annonce. Elle a été annulée, il y avait 10 000 armes, je crois, non? Ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça, 10 000 armes et des lance-grenades. Mais visiblement, aux dernières nouvelles, et là c'est pareil, j'en ai encore parlé, donc moi j'avais vu un article, tu mettras je pense en post-production, l'article, la commande a été annulée, et j'en ai rediscuté la semaine dernière avec différentes personnes du milieu, et donc du milieu industriel, et je confirme, la commande a été annulée. Donc ils ont fait un bel effet d'annonce en disant, regardez, on fournit l'armée ukrainienne, etc. et compagnie, à un moment où l'armée ukrainienne avait drastiquement besoin d'armes petit calibre, et en fait, passé l'effet d'annonce, est-ce qu'il y a eu une vente effective derrière? Non. Méfiez-vous de la communication des marchands de canons. Voilà, quel que soit le marchand de canons, je cible aucune boîte, pas plus Vernet Caron qu'HK ici. Voilà, méfiez-vous, intéressez-vous à la base. Et pareil, j'en reviens à l'histoire de Daniel Défense. Ouais, c'est eux qui fournissent je sais même plus comment ils l'appellent, l'arme de l'US SOCOM. C'est faux, c'est absolument faux. Ils fournissent les gardes 24 rails et ils ont vendu des canons, point barre. Ok. Commentaire, le percuteur, la grosse maladie du FAMAS.
C'est quelque chose qu'on entend de manière récurrente et on avait entendu exactement le même propos à propos de la A52 ou de la NF1, c'est-à-dire du fusil mitrailleur de l'armée française. Alors c'est vrai que quand on regarde un percuteur de FAMAS, la partie avant est relativement fine, etc. Je pense que si ça le vit mal, comme pour la A52, je pense que ça vit mal les mauvais traitements, c'est-à-dire les manipulations un petit peu hasardeuses, erratiques, etc. Au sein de l'arme, quand le percuteur est à l'intérieur, je pense pas qu'il soit abîmé et usé plus que ça. Mais oui, c'est quelque chose qu'on a entendu de manière récurrente. J'avais posé la question à différents militaires s'ils avaient connu des pénuries de percuteurs chez eux. Moi, ça m'a pas été rapporté, mais une fois de plus, je peux pas me prévaloir d'avoir fréquenté toutes les armureries petits calibres de tous les régiments de France et de Navarre, donc il y a peut-être eu des pénuries. On va dire, c'est réputé pour être une panne, mais qui, à ma connaissance, n'est pas lié à une fragilité de fonctionnement de l'arme, qui est plutôt liée, à ma connaissance, à une fragilité de manipulation. On a un peu la même chose avec les chargeurs en polymère. Les chargeurs en polymère, beaucoup de choses qui leur sont reprochées ne reviennent pas de leur solidité au fonctionnement, ni même face à la chute, vu qu'un chargeur en tôle face à la chute, les chargeurs en tôle, ça n'aime pas les chutes. Ça, il faut pas croire. Les lèvres, mais d'ailleurs, pour les gens qui connaissent les problèmes du FAMAS, beaucoup de chargeurs de FAMAS avaient des problèmes liés à une chute. Voilà, et les chargeurs en polymère, ça n'aime pas d'être grani. L'amalgame entre graillé et garni. Donc garni, ça n'aime pas être garni de façon un peu erratique. On peut casser les lèvres très facilement sur les chargeurs en polymère. Okay. Donc voilà. Ouais. Les Français achètent HK416 et les Allemands du Scar 16. Il y a comme un problème. Mais ça sort d'où ça je sais pas. Alors, est-ce qu'il y aurait des unités qui ont du Scar? Je sais pas, genre tu vois, les achats d'unités spécialisées sont toujours à regarder. Alors c'est intéressant, mais c'est toujours à contextualiser de façon extrêmement précise parce que généralement ce sont pas des appels d'offres avec des mises en concurrence. Très souvent ce sont des achats sur étagère pour des micro-parcs. On parle souvent de quelques dizaines d'armes, on parle pas de plusieurs milliers d'armes. Et très souvent ces unités spécialisées, elles ont des latitudes qui sont très grandes sur le choix de leur matériel et ils le remplacent souvent. Donc c'est à prendre en considération, c'est à étudier, mais c'est à relativiser en termes de signification sur la valeur de l'arme. À ma connaissance, le fusil G36, il sera remplacé par un HK416 A8. Après, tout un scandale qui tourne autour du Hanel, où soi-disant le Hanel aurait mieux performé. À ma connaissance, c'est pas vrai. Il y a eu des actions juridiques entre Hanel et HK. Voilà. Bon, déjà, la chose qui est sûre, c'est que Hanel ne peut pas se prévaloir de la conception de leur arme, vu que c'est une copie du 416. Il faut appeler un chat un chat. Donc ils peuvent dire que non, mais si, voilà. Donc il y a eu des questions par rapport à des violations de brevets, il y a eu des questions par rapport à des histoires financières et tout ça. Il y a des histoires de compensation. Bon, c'est du juridique, c'est pas ma spécialité. Les gens qui veulent s'intéresser à ça iront là-dessus, mais le marché validé pour moi, à ma connaissance, c'est le 416 A8. Ok. Ouais. Bon, écoute, on arrive au dernier commentaire. Le meilleur pour la fin. Bah, je sais pas. On a bonne mine maintenant. Une calage dure 80 ans et un soldat qui en a une arme est bien content car inusable. Les armes actuelles en Ukraine ont au moins 60 ans. Tout ce que vous racontez, c'est des conneries. Et maintenant, vous envoyez beaucoup d'avions en Ukraine. Bon, alors c'est parti après sur un autre truc que je lirai même pas. Des avions en Ukraine. Alors déjà, est-ce qu'on parle d'avion ou est-ce qu'on parle de moyens aériens? Mais oui, il y en a. Après, c'est pas parce qu'ils volent pas au-dessus du champ de bataille qu'il n'y en a pas dans le ciel des avions. C'est là, faut. Mais je sais même pas pourquoi il parle de ça finalement. Mais parce que ça part dans tous les sens. L'idée, c'était, son truc. C'était la calage dure 80 ans. Les armes en Ukraine, elles ont 60 ans. Mais c'est bidon aussi. Mais c'est bidon. Mais et c'est inusable. Hein. C'est inusable. C'est tellement inusable que c'est vendu que l'usine, donc à Ichiesk, sur la fiche de l'arme, ils disent que la durée de vie de cette arme-là, c'est globalement 10 à 15 000 coups. C'est pas vrai que c'est inusable. Les armes, elles ont 80 ans. Pourquoi elles ont 80 ans? Parce que les soviétiques ont fait ce que justement on n'a pas fait avec le FAMAS. Nous, on a le fantasme que on a construit des millions de FAMAS et qu'ils sont stockés dans les grottes de Saint-Astier pour le grand soir. Non, c'est pas le cas. Par contre, les soviétiques, eux, ils ont vraiment fait des stocks considérables d'armes, et quand on dit les soviétiques, on devrait dire le pacte de Varsovie a fait des stocks considérables d'armes. Donc il y a des stocks d'armes avec des armes qui n'ont jamais été utilisées, c'est-à-dire elles n'ont jamais été distribuées, elles n'ont jamais été employées sur le terrain par des conscrits ou par des militaires, qui ont été fabriquées il y a des années. Il y a des années, il y a même des décennies. Oui, ça existe. Par contre,
Les stocks, ils sont quand même déjà plus ou moins, on va dire pas épuisés, mais ils ont pris un sacré coup dans les lampions. C'est valable aussi pour les chars, c'est valable aussi par avion. Et ensuite, le vieillissement d'une arme entre les mains d'un militaire et quand elle est ce qu'on appelle sous cocon, c'est-à-dire quand elle est dans une gaine en plastique avec de la graisse partout et compagnie, une arme qui n'est pas employée va globalement pas s'user. On peut avoir des phénomènes d'usure sur des ressorts qui sont précontraints, etc. et compagnie, mais très souvent, cette métallurgie-là, on la maîtrise relativement bien, donc on va pas avoir de vieillissement significatif, mais ces armes-là sont pas inusables, c'est complètement con. Pardon, puis, là je suis désolé, je m'emballe. De toute façon, vu le niveau du commentaire, une calage dure 80 ans, c'est pareil. C'est quoi? C'est ça veut rien une dire. arme fabriquée en 1949 et elle est toujours là, ou c'est la technologie le système AK est toujours là? Bah oui, il est toujours là. On en revient toujours à la question de est-ce qu'on parle de vieillissement technologique ou est-ce qu'on parle de vieillissement de parc. Et le vieillissement du parc, et quand on parle de vieillissement du parc, toujours pareil, une voiture de collection dans un musée est toujours en état de rouler et de ça et compagnie. Ouais, mais il faut voir comment elle est entretenue, chouchoutée, et est-ce qu'elle roule tous les ans? La réponse est non. Ça veut pas dire que les Ford T qu'on voit dans certains musées, elles sont inusables. Mais bien sûr que si, elles sont usables. Mais peut-être qu'ils voudraient que le soldat français soit équipé d'une AK... d'une AKM. S'il veut, pourquoi pas. Moi, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, etc. Je le dis très souvent dans les instructions quand j'en fais, etc. et compagnie. À aucun moment, j'aurais donné ça à des... Alors, les militaires, l'infanterie, ça pourrait se discuter, mais par exemple, les unités de police, et moi, j'ai fréquenté beaucoup d'unités de police, à aucun moment, j'aurais filé une calache. Et les mecs étaient toujours surpris parce qu'ils m'entendaient dire quand même beaucoup de bien de ce fusil d'assaut. Et je leur disais, oui, mais est-ce que cette arme est adaptée à votre utilisation quotidienne? La réponse est non. Donc, pourquoi vous donner un outil qui ne serait pas adapté? Est-ce que le G36 est plus adapté par rapport à vos missions au quotidien? La réponse est oui, donc vaut mieux prendre un G36 que... Voilà, et je dis un G36, ça pourrait être un SCAR pour les missions police, voilà, on va pas refaire le match, mais voilà, c'est pas parce que c'est HK, c'est parce qu'il y a une solution technique qui me paraît viable. Ok, bon bah écoute, on a balayé beaucoup de choses, je pense qu'on a essayé de répondre de manière intelligente, enfin surtout toi. Non, toi parce aussi. Parce que c'est vrai que des fois, quand on lit certaines choses, on se dit est-ce que ça vaut le coup de répondre ou pas? C'est pas forcément évident. Encore une fois, merci énormément aux gens. Enfin, je veux dire, 90%, 95% des personnes qui ont apprécié et qui ont mis un commentaire sympa, ça fait du bien. Ouais, et oui, non, mais clairement, là, on tombe vraiment dans cet écueil qui consiste à ne voir que la partie négative des choses. Il y a quand même beaucoup de parties positives. Moi, j'ai été contacté par plusieurs personnes en off sur Instagram. Je les salue, Patrick. Avant ça, Ben, qu'on connaît tous les deux, qui est un mec très bien, qu'on salue également. Voilà, il y a des gens donc, qui nous ont fait des retours, qui nous ont fait des retours construits, en n'étant pas nécessairement forcément d'accord sur tout ce qu'on dit. C'est pas la question, une fois de plus, je suis pas là pour vous imposer, et Thomas non plus, je pense, un avis. On est là pour vous apporter des éléments d'analyse avec un passé professionnel sur le sujet, et d'ailleurs une actualité professionnelle sur le sujet. Donc voilà, nous on essaye de vous donner des éléments, vous en faites évidemment ce que vous voulez. Et je rappelle, tu as des articles sur... je les mets en lien, allez voir. Soutenez LAI Publications quand même. C'est un magazine en ligne. Hein. C'est quoi l'abonnement? 3 € par mois, c'est ça ou... Non, on est à 4,50 par mois et à 45 € par an. Voilà, ça peut paraître beaucoup, mais en fait... à 4,50 € par mois, franchement, pour un magazine en ligne... c'est... Ouais, mais... Comparé au kiosque. Ouais, comparé au kiosque. Après, comprenez bien que vous avez accès à l'intégralité de la publication, c'est-à-dire quand vous vous abonnez, vous avez, c'est l'accès à une bibliothèque que vous avez. Donc tout ce qui a été publié avant, vous y avez, et vous avez accès. Et le but aussi de l'opération, c'est de maintenir à jour. Voilà, je vous cache pas que ces derniers mois, il y a eu énormément de boulot de mon côté, autre que LAI, donc ça a ralenti. J'ai écrit, pour vous donner une indication, j'ai écrit à tous les abonnés à LAI Publications pour leur proposer de proroger la durée de leur abonnement, parce que je trouve que j'ai pris du retard. Ce retard a aussi été pris parce qu'on m'a demandé de faire une version papier du livre qui est déjà accessible sur le site, et ça demande énormément de travail. Mais vraiment, faire un livre papier, c'est un boulot conséquent. Donc voilà. Donc, mais n'hésitez pas et soutenez-nous, et surtout comprenez bien une chose, il n'y a pas que Arnaud Lamotte en auteur sur LAI Publications, mais plus vous serez d'abonnés,
On pourra payer des gens, à commencer par votre serviteur qui n'a pas touché un centime dans cette affaire. J'ai même payé pour que le site existe, très clairement. Voilà, mais surtout on pourra payer les auteurs. Plus il y aura d'argent, plus il y aura d'auteurs, plus il y aura de voix, plus il y aura d'articles, plus la qualité montera. Donc si vous y croyez, c'est soutenir un vrai travail, pas. quoi. C'est ça aussi, hein, parce Voilà. que là, on parle comme ça, Oui. et déjà, ça semble simple de monter un podcast comme ça, mais en fait, ça demande du temps. Moi, c'est derrière du temps de montage, etc. Mais on a passé du temps à prendre les commentaires, tout ça. Bref, toi, faire tes articles, les photos, les sources, parce que derrière toi, il y a pas mal de bouquins, etc. Et ben, c'est du temps, c'est pas gratuit non plus. Oui. Bref, donc, encore une fois, allez sur LAI Publications et soutenez-nous. Et mettez des pouces bleus sur la vidéo. Mettez un commentaire agréable si vous avez trouvé que c'était agréable, pas pour le référencement, parce que nous ça va nous booster, comment ça s'appelle, ça nous remonte le moral, parce que franchement des fois il y a certains commentaires, ça les déprime. Et donc du coup voilà, et pensez que quand même dans cette affaire on est fondamentalement bienveillant, on est là pour vous communiquer des informations, on n'a pas d'armes à vous vendre, on vous vend pas d'armes. Non, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Bon bah écoute. Merci Thomas. Merci Arnaud. Ouais. Et puis à la prochaine. À bientôt à tous. Ciao. Salut.